Je suis tombée sur une stat assez folle, je dois vous dire. Je me suis rendu compte que seulement 15% des vues que génère ma chaîne YouTube sont liées à des abonnés. C'est assez dingue quand on y pense. Et donc j'avais envie de faire un petit deal avec vous, parce que je crois que c'est la même chose sur le podcast. Finalement, vous êtes très nombreux à suivre tous ces contenus, mais pas forcément à être abonnés. Je voulais vous dire, mais vraiment, blague à part, ça m'aide énormément que vous soyez abonnés, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le podcast, Spotify, Apple ou mes réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est tout simplement ça qui va être ma carte de visite quand je vais chercher des abonnés. C'est ça en fait qui va me permettre d'aller chercher les invités les plus prestigieux possibles. Et donc plus on est d'abonnés, plus vous êtes nombreux à me suivre et plus je vais réussir à vous apporter des invités prestigieux, des invités qui sont difficiles à avoir. Et sincèrement, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en échange, évidemment, je vais faire tout mon possible, je vais me battre littéralement pour vous apporter les meilleurs contenus. Donc je vous propose qu'on fasse ce deal, c'est donnant-donnant. Si vous vous abonnez, moi je continue à me battre et même je redouble d'efforts pour vous apporter les meilleurs contenus possible. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas aujourd'hui avec mon invité du jour, Valérand Moulet-Berthaud. Et je dois vous dire que, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est assez rare que j'invite des invités de moins de 40 ans, j'ai envie de dire, sur le podcast, parce que c'est vrai que j'adore privilégier l'expérience. Et d'ailleurs, mon équipe me dit souvent en rigolant, Pauline, franchement, toi, ta spécialité, c'est les invités de 80 ans et plus. C'est un peu vrai. J'adore cette expérience, mais là, justement, j'avais envie d'aller contre peut-être mes propres préjugés et puis d'inviter une personnalité que je trouve vraiment très intéressante, donc avec Valérand. Pourquoi ça? Déjà, Valérand a arrêté les études très jeune. C'est pas un combat, c'est pas pour ça en fait que je l'ai invité, mais juste parce qu'en fait, il est devenu entrepreneur très jeune. Et il a vraiment développé un état d'esprit entrepreneurial que je trouve très intéressant et d'ailleurs applicable à beaucoup de choses que l'entrepreneuriat. Comment réussir à trouver des opportunités, comment se battre, comment rebondir. Il a appris beaucoup de ses expériences et on en a d'ailleurs parlé dans l'épisode. Je vous incite à écouter ce passage où on a parlé des enseignements tirés notamment de son groupe Plantage à la fin de l'épisode, lorsqu'il a essayé de créer un label de musique. Qu'est-ce qu'il en a tiré? On a aussi beaucoup parlé de sa vision du monde des médias, le monde des médias de demain, ce qu'il essaye de faire avec son entreprise, avec le groupe Le Crayon. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupe Le Crayon, c'est un groupe média qui cumule quand même aujourd'hui plus de 3,5 millions d'abonnés sur différentes plateformes. C'est assez énorme, avec, on va dire, comme vaisseau amiral Le Crayon, qui est donc le premier média de débat des jeunes. On a d'ailleurs, vous verrez, durant cet épisode, beaucoup parlé du schisme entre le vieux monde, on va dire, dont je fais partie, génération Y et plus, et puis ces nouvelles générations, que souvent des personnes plus âgés ont beaucoup de mal à comprendre. Et vraiment, Valérand s'en fait le héros. Le groupe Le Crayon se compose aussi des Pépites de France, donc un des médias leaders sur le monde du patrimoine, mais aussi le Surligneur, le Pinceau, bref, on en a parlé. Et surtout, on a parlé de cette vision du renouvellement du monde des médias qui, comme vous le savez, est en grande difficulté pour réussir à générer de la rentabilité, ce pourquoi Valérand se bat au quotidien avec son groupe. On a parlé de comment émerger sur les réseaux sociaux, on a parlé de marque personnelle, on a parlé d'échecs, on a parlé de débats, on a parlé également de comment s'ouvrir au débat contradictoire et au fait de ne pas être d'accord avec d'autres personnes, comment savoir dire qu'on a eu tort ou comment savoir faire un pas de côté et dire qu'on n'est pas complètement opposé à l'idée de quelqu'un d'autre. Je trouve qu'à une heure où il y a énormément d'extrêmes, c'est extrêmement intéressant de rentrer vraiment dans cet univers de la dialectique et du vrai débat constructive. Donc je remercie Valérand et si jamais ce qu'il a dit vous intéresse, si jamais vous avez envie de continuer à suivre ses aventures, bien sûr n'hésitez pas à aller consulter Le Crayon, mais aussi pourquoi pas à le suivre lui directement. Ça se passe sur YouTube, mais ça se passe surtout aussi sur LinkedIn et sur Instagram. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Valérand Moulet-Berthaud. Salut Valérand. Salut Pauline. Écoute, je suis très contente qu'on fasse cette interview. Moi aussi. Je te remercie d'avoir accepté. Alors, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc si ça te va, j'aimerais qu'on commence par le commencement, qu'on revienne un peu aux origines. Je vais pas te saouler avec ça pendant des heures, mais je trouve que ça serait intéressant de remonter à ton enfance et de comprendre un peu qui était le petit Valérand. Où est-ce que tu as grandi, comment tu étais petit, est-ce que tu es déjà intéressé par le monde des médias, est-ce que c'est venu plus tard, etc. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de contexte général sur ton enfance? Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je suis parisien né et élevé. Et en fait, à Paris, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus tant que ça non plus Ouais. dans nos milieux, des gens qui sont vraiment nés et élevés à Paris. Donc moi, j'étais né et élevé à Paris, de parents qui globalement bossaient dans le high corporate. Mon père a même monté une boîte de finance et tout. Et je pense que c'est la partie la plus intéressante de mon enfance, j'étais un gosse hyper antiscolaire. Ah J'étais pas ouais. une catastrophe en classe, pas non plus un cancre, mais j'avais globalement pas des très bonnes notes et je m'en fichais royalement.
j'étais un peu le délégué de classe insupportable que les élèves élient juste pour faire chier les profs, quoi. En gros, Le on va le fauteur prendre de comme ça. trouble, un peu grande gueule, mais qui avait pas toujours des Le, bonnes notes. le syndicaliste, on m'appelait même un peu D'accord. comme ça, même Ah quand oui. j'étais petit, ouais, vraiment. Et donc du coup, je suis né vraiment en contradiction avec l'autorité. J'étais dans un lycée catholique privé Hmm. hyper autoritaire et j'ai détesté ça. Genre vraiment, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup renié. Aujourd'hui toujours, mais avec un peu moins de virulence, je pense qu'à l'époque. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre parce que j'étais dans un environnement où du coup, c'est un environnement qui cultive vraiment ce truc de il faut faire des grandes études, il faut travailler dans des grandes boîtes. Enfin, le modèle très 80s en fait, on va dire de la France, tu vois, c'est-à-dire ce modèle très tu auras des bonnes études, donc tu auras un bon travail, donc tu auras une belle vie. Et très tôt, mais vraiment, quand je dis très tôt, c'est même à des âges où normalement t'es pas conscient de ça, vers 12, 13 ans, j'étais déjà conscient que il y a quelque chose qui allait pas, qui clochait, en tout cas même dans ma vision des choses. Et en fait, par un hasard un peu de geek que j'étais un peu sur les bords, je me suis mis en fait à regarder énormément YouTube, Dailymotion un petit peu, mais surtout YouTube. Et en fait, là-dedans, j'ai plongé dans un univers de connaissances un peu avec la vague des youtubeurs vulgarisateurs, donc on peut penser aux faussaires de films, à Nota Hmm. Bene, Linguisticae, y penser. Et j'ai découvert tout un monde d'apprentissage très loin des profs, beaucoup T'avais quel plus. âge à peu près à l'époque? J'avais 13 ans, ouais, Ah 13-14 ans, ouais, tu vois, à donc ce très moment-là. précoce quand même. Hmm. Ouais, et je passais, mais vraiment, je passais des heures par jour à regarder des trucs comme ça sur différents sujets, de la philosophie, du cinéma, de l'histoire, de la langue, enfin ces choses-là. Et donc du coup, j'avais un peu une espèce de culture baroque pour mes profs, un peu anti-institutionnelle, mais j'arrivais en fait à créer une spécificité par rapport à ça. Et au fur et à mesure que de plus en plus, je développais un peu mon esprit critique indépendant en fait de cette école dans laquelle j'étais assez opposé, tu vois. Elle s'appelle Stanislas, c'est le collège Stanislas pour ceux que ça parle, à ceux à qui ça parle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des zones potentiellement d'excellence ailleurs que dans l'école où vraiment je m'y retrouvais pas. Et derrière, ça commençait tout doucement à essayer de créer mes propres trucs. Donc, j'ai monté un business de revente de coques d'iPhone sur eBay et Le Bon Coin. Et en fait, ça marchait pas trop mal. Je gagnais quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Et Et ça, après, j'avais vu justement en faisant un peu, je suis désolée, je t'ai interrompu, mais ouais, en faisant un bien peu mes sûr. recherches sur toi, j'avais vu que tu avais commencé assez tôt à te lancer dans des petites boîtes. Ouais, bon, c'est des C'est mini arrivé business. comment? J'imagine, oui, c'est des petites choses, mais c'est arrivé quoi? C'est parce que tu voulais arrondir tes fins de mois? C'était parce que tu avais des copains, tu trouvais ça cool de le faire avec eux? Enfin, c'était quoi le mindset? Bah alors malheureusement, je le faisais seul à ce moment-là, parce que moi pour le coup, j'adore entreprendre à plusieurs, donc c'était vraiment un truc à la base, je me suis lancé seul. Et en fait, c'était plutôt montrer que j'étais le plus malin, en fait. J'avais D'accord. vraiment pour être très franc, hein, très transparent, hein, j'avais vraiment cette culture du, on dit globalement en cours que je suis un peu bon à rien. En fait, non, pas du tout, et je vais vous le montrer. Et pour moi, le fait de gagner de l'argent, c'était le chiffre que je pouvais montrer aux autres qui m'intéressait. Ce que je pouvais dépenser comme argent avec, en fait, bah, quand je suis jeune, je paye des places de ciné ou de la bouffe. Mais enfin, tu vois, rapidement, t'es quand même très limité à 15 ans sur ce que tu peux faire de l'argent de poche, tu vois. À une PlayStation par-ci, Bien une place sûr. de ciné par-là, tu vois. T'as pas un pouvoir d'achat en liberté qui est très grand, en fait. Mais ça m'a vraiment mis le truc de, le prof, il dit, faut faire tel exercice de maths. Moi, je dis à mes potes, bah, moi, j'ai fait tel chiffre d'affaires cette semaine. Je parlais pas de chiffre d'affaires, mais tu vois l'idée. Et il y avait Ouais, vraiment complètement. ce but de se dire, en fait, l'exercice antiscolaire, j'ai été bon dedans, quoi, en fait. C'était un peu ce truc-là, tu vois. Et tes parents, leur réaction, enfin, parce que tu me les décrivais comme des parents un peu classiques, on va dire, en tout cas, on va dire d'un point de vue, on va dire du parcours de vie. Et donc, je peux imaginer que c'est pas évident, tu vois, même si ton père, j'ai l'impression, a été entrepreneur, donc peut-être qu'il avait un peu une appétence pour ça, mais c'est pas facile quand tu vois ton fils qui part faire un peu les 400 coups. Bon, c'était quoi la réaction? En vrai, ça les faisait marrer, quand même, plus qu'autre chose. Parce que Ok. eux prenaient d'un côté pas ça tant que ça au sérieux, en vrai. Et que, mine de rien, j'ai quand même été élevé par des parents qui étaient très fun sur le côté, mon père, il a écrit des bouquins, ma mère, elle s'est impliquée dans plusieurs Mm. assos, elle en a même créé une. Enfin, il y avait vraiment ce truc dans ma famille très, en fait, on fait des choses de notre vie. En fait, on occupe nos journées, tu vois, aimait bien dire ma mère, on occupe nos journées en mode c'est un truc. Tu Tu vois, t'ennuies pas. ouais, petite spécificité, moi j'ai mes parents qui ont divorcé quand j'avais 11 ans, donc ça a été difficile et tout à ce moment-là, mais ça m'a aussi donné une vie où en fait j'ai ma mère qui bosse, mon père qui bosse et les parents divorcés qui font que j'ai énormément de temps sur mes parents. Et je pense que Mm. c'est aussi une des plus grosses bénédictions que j'ai eues parce que j'avais au contraire pas mal de potes, dont surtout la mère, mais même certains le père qui étaient à la maison. Et
je voyais qu'ils détestaient ça. Et je pense que c'est peut-être le truc qui m'aurait le plus bloqué parce qu'en fait, j'étais très peu surveillé et c'est ça aussi qui a fait que je pouvais, en fait, moi j'avais trouvé pour la petite histoire des coques d'iPhone, j'avais trouvé une petite boutique à côté de chez moi qui vendait des coques d'iPhone très peu chères. À mon avis, elles n'étaient pas dans les normes les plus parfaites européennes, on va dire. Mais du coup, je les achetais et je les revendais sur Internet jusqu'au moment où j'ai compris que j'ai pas besoin de les acheter en amont. Et en fait, je faisais une espèce d'ancêtre du dropshipping sans m'en rendre compte, tu vois, Hmm. qui était en fait juste le fait de, je mettais des coques en vente et puis dès que quelqu'un me les achetait, j'allais les acheter moi et j'allais les shipper, quoi, tu vois, tout ça, tout simplement, tu vois. Et ça m'a vraiment fait comprendre des nouveaux modèles parce que du coup, je devais faire des belles photos de coques sur Internet, des belles pages de vente. Et j'ai commencé à comprendre en fait ces mécanismes-là et à comprendre en fait que je pouvais très bien faire des trucs à côté de l'école qui marchaient parce que pour moi l'argent à ce stade-là de la vie c'était juste la preuve que ça marchait en fait. C'était mais Hmm. aucune notion de succès financier. Enfin, j'étais pas du tout dans ces trucs-là. Comme je t'ai dit, hein, je pensais des places de ciné ou des PlayStation. Mais en fait, tu vois, ça me permettait tout juste de mieux vivre en tant que jeune, mais ça avait vraiment juste la vertu de me prouver que j'avais raison. Et Ouais, il n'y après, avait mais pas d'ambition de ton. C'était pas exactement, genre je veux devenir riche ou je veux devenir hyper successful d'un point de vue entrepreneurial, quoi. C'était. exactement. Mais tout doucement, je commençais à suivre deux youtubeurs, David Laroche et Yann Piette, qui étaient des youtubeurs un peu développement personnel, entrepreneuriat. Enfin, c'était un peu sur plusieurs niches à la fois. Et en fait, eux commençaient tout doucement à parler en France, c'était les premiers à créer du contenu là-dessus en France, d'entrepreneuriat. Il faut que les gens se rendent compte, hein, on est en 2013, 2012-2013, tu vois. Et là, je commence un peu à conscientiser le côté entrepreneur, jusqu'au moment où, en fait, au milieu de ma terminale, donc quand j'ai 17 ans, j'ai un de mes amis qui crée une boîte d'événementiel, donc il avait le même âge que moi, mais qui crée une boîte d'événementiel avec un mec plus vieux, sur la base d'une boîte d'événementiel qui se fermait. En fait, le mec qui avait 23 ans, il fermait sa boîte d'événementiel, il en rouvrait une avec mon pote. Et mon pote a demandé à ce que moi je fasse partie des trois associés parce qu'il avait confiance en moi et qu'il voulait lui être en position de force par rapport à l'autre qui s'appelait Kevin. Et en fait, du coup, Raphaël, mon pote, Kevin et moi, on a du coup créé un tiers, une boîte d'événementiel qui s'appelait, on l'a revendu WRTP. Et Et en tu fait, faisais là, quoi comme type d'événementiel? on faisait trois trucs. On organisait des soirées pour des BDE, des assos d'écoles de commerce, enfin, en gros, des assos d'écoles au sens global, parce que pas que de commerce. Derrière, on a commencé à ouvrir des événements pour les entreprises, notamment des plénières annuelles, des événements de réunion et de pilotage, enfin globalement des événements un peu corpo cool des entreprises, plutôt des ETI. Et avec cet argent-là, on le réinvestissait dans nos propres soirées de boîte de nuit et on ramenait nos clients. Et en fait, on a construit vraiment une boîte comme ça. Et on a eu la très bonne idée, je ne me rendais pas compte à l'époque, de la part de Kevin, d'être hyper legit et de déclarer nos revenus, ce qui est très très peu le cas dans le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est une vraie boîte noire là-dessus. Et en fait, c'est ça qui nous a permis, 2 ans plus tard, de la revendre à une beaucoup plus grosse agence qui, en fait, voulait surtout racheter nos contrats annuels et notre équipe, quoi. C'est pas évident peut-être la question que je vais te poser, mais est-ce que tu arrives avec le recul à me dire pour toi quels sont les grands enseignements que tu as tirés de ces expériences? Parce que c'est pas fréquent de créer des boîtes quand on a 12, 13 ans puis 17 ans et en plus de les revendre. Et c'est l'un des points d'ailleurs que je trouvais hyper intéressant dans ton parcours et qui à mon avis t'a mené là où t'es aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça t'a appris? C'est une très bonne question. Moi, je pense que le premier truc, c'est un déclic mental qui est que, en fait, dans 90% des cas, mais c'est toujours aussi vrai, en fait, à 30 ans, tu lances généralement une boîte avec aucune expérience réelle de ce que tu vas faire. Les boîtes de j'ai fait 10 ans dans tel domaine, donc maintenant j'ouvre ma structure, c'est un peu l'imaginaire collectif qu'on se fait de l'entrepreneuriat. C'est rarement vrai ou c'est rarement aussi vrai que ça. Parce que même dans le cas où on est expert depuis 10 ans d'un domaine, on va devoir découvrir un monde parce qu'en fait, une boîte, c'est tellement de pôles. Globalement, c'est quatre grands pôles. C'est la vision et le développement, c'est le marketing et la vente, c'est les process et les opérations, et c'est la formation et le recrutement des équipes. Tu peux quasiment découper n'importe quelle entreprise, n'importe quelle structure sur ces quatre piliers-là. Et en fait, ça, t'as beau avoir toute l'expertise du monde dans un domaine, t'en as aucune foutue idée quand t'as jamais monté de boîte. Et ça, on s'est rendu compte de ça très tôt parce que pour le coup, Kevin, avec qui on a monté WRTP, avait déjà monté la boîte juste avant WRTP. Et cette boîte-là, en fait, lui, il avait été déjà passé par ça. Donc, en fait, c'était pas le mec qui travaillait le plus, entre guillemets, de nous trois d'un point de vue opérationnel. En revanche, il avait toutes les bonnes informations et toutes les bonnes structures là-dessus. Et donc, nous, ça nous a rapidement fait un déclic de, bah, organiser une soirée, c'est pas compliqué. Une fois que tu l'as fait 3, 4 fois, tu sais le faire toute ta vie, tu vois. Et en fait, ce truc-là, bah, beaucoup de gens pensent qu'il va falloir 2 ans d'événementiel pour monter une boîte dans l'événementiel. Alors qu'en fait, il faut zéro expérience, se lancer et partir du principe que allez, on va dire tes 5 premiers événements ne doivent pas être un succès pour que tu survives.
Et je pense que c'est surtout ça, en fait. On se met beaucoup trop de pression sur les 5 premiers, sur les 10 premiers trucs qu'on va faire, alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est quelle est la courbe qu'on va tracer. Et ça, j'en suis rendu compte tôt. Le deuxième truc, c'est le réseau et la confiance. Je pense que c'est un truc qui est trop sous-coté parce qu'on est tous obsédés par l'expertise au lieu d'être obsédés par la confiance. Je vois beaucoup de gens dans différentes industries se frustrer que des plus gros poissons que eux considèrent moins compétents, récupèrent les deals que eux ne récupèrent pas. On voit beaucoup ça, nous, dans nos agences influence, contenu, media buying, où en fait, des grosses agences comme Publicis, Havas ou Dentsu vont récupérer des deals alors que parfois on pense être meilleur, sur ce dossier-là en tout cas. Et en fait, l'erreur, c'est de pas comprendre que ce que eux ont gagné, que toi t'as pas, c'est la confiance. Et cette confiance-là, ça vaut de l'or. Et nous, c'est ça qu'a racheté la boîte quand on l'a revendue. Ils ont racheté l'annualisation des contrats. Mais en fait, l'annualisation des contrats, c'est un terme juridique pour dire la confiance. Et en fait, je pense que la confiance, c'est le truc clé que tout le monde oublie et dont on parle jamais parce que ça fait un peu bullshit, alors que pourtant, c'est vraiment au cœur de n'importe quel deal commercial qu'on va faire. Et la troisième chose, c'est l'intensité. Moi, j'avais 17 ans, donc c'était au milieu de ma terminale. Globalement, j'étais le seul de mon lycée à pas avoir eu le bac avec mention, parce que ça a été un peu le prix à payer des soirées où je termine à 6 heures du mat, j'ai les cernes comme ça, et après je dois enchaîner sur des cours. Premier degré, hein, ça c'était vraiment, pour le coup, ça c'était hardcore. Et après, derrière, ma première année d'études que j'ai complètement planté, en fait, parce que j'étais à 100% sur ma boîte. Et je pense que de toute façon, il faut faire des choix. Et que l'idée de se dire un peu toujours je vais faire les deux en même temps, je vais faire les trois en même temps, je vais faire les quatre en même temps, généralement, ça mène à faire rien de bien. Et ça, c'est pour un mec comme moi qui aime bien faire plein de trucs en même temps, c'est hyper frustrant. Ça reste la vérité. On en parlait un peu en off, tu vois, mais même toi, tu sais très bien que si jamais tu voulais pousser l'étape d'après sur ton podcast, il Bah faudrait oui, que tu oui. renonces à du focus sur Gemio. Et en fait, c'est des arbitrages. Et aujourd'hui, ton arbitrage, il est vers Gemio. Et enfin, selon mon avis, tu as raison d'arbitrer les choses comme ça, tu vois. Hyper intéressant, Valran. Alors, j'ai du coup forcément des questions en plus là-dessus. Du coup, tu décides avec tes associés, j'imagine, de vendre cette boîte ou à un moment Exactement. donné, vous avez une offre, On je sais pas était comment ça se passe. essorés. On était essorés. Ma question, c'est du coup pourquoi? Parce que on se dit, ok, ça a l'air de plutôt bien marcher votre truc sur le principe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, ok, il y en a marre, on y va, quoi, on passe à autre chose. En fait, on était essorés physiquement pour le coup, parce que c'est des rythmes impossibles le milieu de la nuit. Vraiment, c'est des rythmes impossibles parce que, en plus, nous, on avait la mauvaise idée d'avoir des événements qui étaient le soir. Donc ça, c'était notre première brique, les assos d'école, Hmm. et notre dernière brique, nos propres soirées. Mais on avait aussi la brique du milieu pour les entreprises qui pouvait concerner la journée. Donc ça nous arrivait de devoir faire des trucs où, en fait, on termine à 6 heures du mat et on doit réenclencher à 11 heures pour une entreprise, tu Heureusement vois. que tu l'as faite à 17 ans, cette boîte, parce que sinon, t'aurais Mais jamais c'est tenu. exactement. Exactement. À 17 ans, avec rien d'autre à faire et tout à prouver, donc c'est facile là-dessus. Et le deuxième truc, c'est l'univers du milieu de la nuit. C'est abominable comme univers. C'est Hmm. des univers où t'as de la drogue qui traîne, t'as des gens quand même douteux qui traînent dedans. Tu vois, en fait, tu vois le pire de l'humain. C'est pas d'autre mot, mais tu vois le pire de l'humain dans les boîtes de nuit. Tu vois des meufs en dépression qui sont en train de pleurer dans un fumoir complètement bourré. Tu vois des mecs qui dépensent tout leur argent et qui rentrent en métro. Enfin, t'as quand même des choses sur la vie. Enfin, moi, ça m'a pris énormément de choses sur l'humain, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois tous les vices. C'est l'univers des péchés capitaux, en fait, le monde de la nuit. Et donc, en fait, tu vois tout ça, ça t'apprend beaucoup de choses sur l'humain. Mais au bout d'un moment, c'est horrible à vivre parce que t'es obligé de te coltiner des gens qui sont des gens que t'as pas envie de fréquenter, tu vois. Et de plus en plus, en fait, moi, ça commence à être ça a été un de mes vrais sujets de vie en fait, dans quel univers j'ai envie d'évoluer parce que avec quels gens j'ai envie d'être au quotidien. Et après, derrière, aussi, il faut comprendre on a rencontré une opportunité au bon moment. On était très proche d'un gars d'une très grosse agence qui était en fait le N-2 du boss de la très grosse agence, qui nous surkiffait, il bossait beaucoup avec nous sur certains trucs, et qu'il avait trouvé que notre vision de se dire, en fait, on va faire le moins d'argent possible au black, et on va surtout tout déclarer comme des bons élèves, alors qu'on personne ne fait ça dans l'industrie. Lui, il a vite compris qu'on faisait pas ça parce qu'on était des boy scouts, qu'on a fait ça parce qu'on avait vu que c'était la bonne manière de faire. Et en fait, lui, il a trouvé ça intéressant et je pense qu'il a cherché à faire en sorte que son agence continue de s'institutionnaliser plus. Et donc, du Hmm. coup, il nous a recommandé à ses patrons et c'est comme ça qu'on a pu revendre la boîte. Mais on a vendu c'est pas des sommes de start-up, hein, c'est quelques Non, centaines de non, milliers j'imagine. d'euros. Hein. Faut comprendre que, parce que quand je dis ça, les gens parfois s'excitent, mais c'est juste, nous, c'était une énorme victoire pour un gamin de 19 ans. Bah, Euh, d'ailleurs, side note, je me permets de t'interrompre, mais la plupart, en fait, sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont vendues. Faut pas imaginer qu'elles sont vendues des millions ou des millions, hein. C'est plutôt ouais, parfois ouais. vendu quelques 3 francs 6 sous, mais c'est déjà bien, et puis ça permet de passer à autre chose aussi.
Complètement, complètement. Et puis en plus, nous, on a vraiment revendu nos contrats annualisés et notre Hmm, équipe et son intégration. Donc en fait, finalement, on a dépecé la boîte. Ils ont pas racheté la marque, ils s'en bien foutaient. Enfin, sûr. même pour même toute la subtilité du truc, en fait, on a même vraiment, c'est vraiment un dépeçage de boîte, quoi. C'est même pas une revente sec comme Ouais, ouais, parfois les gens ouais. l'imaginent. Mais ça a été pour le coup, nous, complètement unique comme truc parce qu'en fait, on prend ouais, l'équivalent de plusieurs années de salaire en une revente sec, tu vois. Et ça, c'était quand même assez dingue. Bah, à cet âge-là, c'est assez génial. Et alors, je connais pas la transition entre ce moment-là et puis ensuite le crayon. Donc, je serais assez curieuse de savoir, du coup, quels sont les enchaînements, tu vois, de pensées, d'événements, enfin, le cheminement un peu qui t'amène à, OK, on vend cette boîte et on comprend maintenant le contexte. Et comment est-ce que tout d'un coup, on se met à créer un média digital? Bah, il y a eu une boîte entre les deux avec mon D'accord? ex qui était une boîte de community management parce qu'elle elle faisait ça en freelance sur le côté pendant la boîte d'événementiel. Quand je la revends et que je suis libéré de mes obligations de passation, moi je me dis putain mais il y a un gros business à monter là-dessus. On est en 2017 à ce moment-là. Donc j'ai une vingtaine d'années et là en fait je me rends compte que bah moi je sais acquérir des clients, je l'ai littéralement fait. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est pas sorcier. Il se trouve que c'est beaucoup plus sorcier que ça en fait. C'est juste que j'étais pas si bon que ça. Et donc du coup je fais un peu ça, mais bon au bout d'un an et demi alors que la boîte marchait pas trop mal, on se sépare et là je ferme la boîte purement et simplement et je me sens un peu en revanche parce que ça s'est mal terminé avec mon ex. En plus du coup ça m'a enlevé ma boîte qui était ce sur quoi je travaillais la majorité de mon temps. Et là, j'ai eu un peu une crise existentielle entrepreneuriale de, en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. J'avais monté 2 boîtes de cash qui étaient vachement excitantes, mais qui n'avaient aucun intérêt social, si ce n'est juste mon propre profit, en vrai. Et là, je commence tout doucement à revenir à mes premiers amours, et mes premiers amours, c'était le contenu sur Internet. C'était ça qui m'avait éduqué, en fait. Et je suis en train de revenir un peu à la base de mon éducation en me disant, je crois toujours pas beaucoup dans le système scolaire et dans le système des écoles supérieures. Je suis toujours en train d'encourager les gens à faire leur propre truc plutôt que de faire ça. Qu'est-ce que je peux créer qui apporte de la valeur là-dedans sans être un énième vendeur de formation. Enfin, j'aimais pas non plus ce modèle-là que je trouvais cringe en fait. J'ai pas d'autre mot. Je trouve que c'est bizarre de s'enrichir en aidant les gens à s'enrichir. Ça fait un peu auto entretenu comme modèle. Et je suis pas hyper fan de ce truc-là. Et donc en fait, on est revenu à un constat qui était celui du coup de ma sœur et de mes 2 associés, qui était il y a aucun débat fait par des jeunes pour des jeunes sur Internet alors même qu'on est le pays avec la plus grosse culture débat du monde. C'est vraiment littéralement. Et en plus, ayant pour le coup là, étant beaucoup plus lettré entrepreneurialement depuis, parce que entre-temps, je tombe sur les vidéos de The Family, les vidéos d'Oussama, je commence à tomber aussi sur les podcasts de Pauline Léniaud, par exemple, tu vois. Et là, je commence vraiment à rentrer beaucoup plus profondément dans les sphères entrepreneuriales. J'ai un sandwich yourself aussi. Et donc, j'ai un peu ton podcast, les contenus de The Family et Just Do It Yourself qui commencent vraiment à m'éduquer sur des boîtes beaucoup plus ambitieuses. On parle des Blablacar, des Doctolib, de toutes ces boîtes-là. Et là, je commence à comprendre qu'il y a d'autres modèles à les trouver. Je regarde beaucoup du côté des États-Unis aussi. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se fait dans moi, ce qui me passionne, c'est l'industrie des médias. Parce que, petite parenthèse, depuis le début, je suis fan de On n'est pas couché, de Ce soir ou jamais, de les émissions Ardisson, j'ai plus tous les noms en tête. Et en fait, on se dit, mais ça, sur YouTube, avec une vraie couche intellectuelle, il y a moyen de le faire. Aujourd'hui, il y a Et plein sans que ça d'influenceurs. soit, entre guillemets, dans un organisé par des personnes qui sont plus âgées. Enfin, en fait, finalement, je comprends aussi qu'il y avait vraiment le Exactement. sujet de la génération. Complètement. Parce qu'en Mm. fait, quand on regarde aujourd'hui, quand on pense débat en France, on pense France 2 avec 2 invités politiques une fois par an et on Ouais. pense BFM CNews. Mais c'est dramatique en fait. C'est pas vraiment du débat, ça, pas au sens un peu noble du terme. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est on s'est dit du coup, on va commencer. C'était ça le point de départ. On va réunir des personnes qui sont drastiquement pas d'accord, qui généralement ont ou des audiences derrière eux sur le sujet, ou une expertise, ou un vécu, qui peuvent témoigner de leur légitimité du sujet. Et derrière, avec des profils beaucoup plus baroques, des gens qui vivent pas forcément à Paris, qui correspondent pas forcément globalement, j'aime pas trop, moi je suis pas très woke comme truc, mais qui correspond globalement au cliché du LR, cheveux gris, 60 ans, costard cravate. C'est bien, mais ça représente pas la France non plus, tu vois. Et d'univers très internet et très web aussi. Parce que le Mm. web a pris une place majeure dans les imaginaires de notre génération et ils sont absolument pas représentés. Et quand tu regardes en 2017 un peu la passe d'armes entre Squeezie et Ardisson, c'est lunaire. Et l'histoire en plus, l'histoire derrière, où 7 ans plus tard, le mec est le plus gros de sa génération, il organise des putains de grands prix de Formule 1. C'est cruel, cruel pour Ardisson cette séquence quand même. Cruel, parce qu'en fait, tu te rends compte que le mec avait tort. Il avait tort à tous les niveaux.
Et nous, on vient de cette génération-là et on défend cette génération-là. Mais on s'est dit, cette génération-là, elle a aussi besoin pas que de divertissement, mais aussi de nourriture intellectuelle. Il y avait tout le pan des vulgarisateurs et maintenant, il fallait qu'on crée le pan des médias. Alors, il y avait quelques médias digitaux. Nous, on est plutôt dans la troisième vague. On est les premiers de la. En fait, on est un peu les leaders de la troisième vague des médias digitaux. Tu as eu la première vague, c'était Combini, Vice, BuzzFeed, enfin ces trucs-là. Tu as eu la deuxième vague, Brut, Hugo Décrypte, Les Éclaireuses. Et tu as eu la troisième vague, Le Crayon, Les Pépites de France, Le Média Positif, Actionnaire, Néo et tout. Tu vois. Nous, on est un peu la grosse le gros média de cette troisième génération de médias. Et comment, je me permets de t'interrompre, tu qualifierais en fait ces trois vagues, je trouve ça intéressant. Quelle est la différence entre les trois vagues, ou en tout cas entre la vague 2 et la vague 3? C'est une excellente question parce que je pense que pas du tout assez de gens se la posent parce qu'en fait, comme souvent, l'histoire indique beaucoup des dynamiques en fait parce que on est toujours le fruit de la conséquence de l'écosystème dans lequel on se trouve, tu vois. Et donc la première vague, c'était vraiment une vague très web en fait, très site internet. Donc c'était un peu les articles putaclic sur Facebook, tout ce que tu veux, mais avec un début de vidéo. Combini, Vice avait un peu senti le filon. Ils faisaient des vues massives parce qu'il y avait très peu de contenu par rapport à la demande et ils se sont imposés là-dessus, notamment sur des axes très divertissement, image choc, un peu le mode très zap de spion, sur lequel TikTok est revenu après, mais on y reviendra si ça t'intéresse. Deuxième vague, c'est la vague où les gens se disent vraiment, OK, maintenant on va créer les médias d'Internet. Et là, c'est là où tu as eu Les Éclaireuses, tu as eu Brut, tu as eu Fresh, tu as eu Hugo Décrypte. Et là, c'était vraiment, on structure des médias comme on le ferait dans des canaux préexistants, mais sur les réseaux sociaux. Le site internet, tant mieux, mais c'est pas la prio. La prio, c'est les réseaux sociaux. Avec l'arrivée notamment du brand content qui arrive globalement massivement en 2016-2017. C'est à ce moment-là où tu as la massification du brand content. Globalement poussé par le marketing d'influence. C'est à peu près le même moment où tu commences à avoir un peu les influx voleurs, le dropshipping et tout. Mais tout ça, en termes d'industrie, en termes de flux financiers, ça correspond à peu près à la même période. C'est qu'en fait, les flux financiers un peu douteux de Dubaï, influenceurs, tout ce que tu veux, en fait, arrivent à peu près au même moment et sont précurseurs d'un mouvement plus global des entreprises qui commencent à comprendre le digital, à comprendre ce qui est en train de se passer. Et après, le Covid, nous, on s'est lancé juste avant le Covid, mais en fait, c'est comme si on était lancé dans le Covid. Et là, tu commences à avoir vraiment la vraie vague de gens en mode, OK, c'est ça le futur. Et en fait, je pense que nous, on est la première vague qui débarque comme un trend et pas comme une anomalie, tu vois. Et donc, c'est aussi média pour être... c'est aussi média, donc c'est aussi pensé pour être un média, aussi quand même plutôt pensé pour les réseaux sociaux. Complètement. Très vidéo, quand même. Complètement. De A à Z. Mais avec une dimension qui est peut-être plus débat et moins, on va dire, tu vois, diffusion d'informations. Exactement, et avec une spécificité aussi qui me paraît vraiment importante, c'est que les médias digitaux se sont construits sur des segments marketing. Et donc, en fait, les segments marketing voulant dire dans le langage éditorial des biais éditoriaux. Ça correspond à la même chose, en fait. Et d'un point de vue business, on va dire segment marketing, d'un point de vue éditorial, on va dire biais éditorial, mais c'est le même concept. Donc, les éclaireuses, ça va être sur les femmes et leur émancipation. Brut, ça va être climat, genre, féminisme. Sur Combini, ça va être pop culture et tout ce que tu veux. Et tu as eu une vidéo, d'ailleurs, YouTube de un créatif, si jamais les gens auront la ref, qui explique comment monter un média d'infotainment. Et il parle de Combini et il dit en fait, votre meilleur pari, c'est de monter un média biaisé d'un côté ou de l'autre, provoquer l'autre camp va s'énerver en commentaire et votre camp va répondre au mec qui s'énerve en commentaire. Et avec ça, vous chatouillez les algorithmes et vous percez. Et c'est un modèle assez dingue en vrai quand on y réfléchit. Et c'est un vrai hack éditorial d'algorithme. Et nous, je pense qu'on a vraiment suivi pour le coup là-dessus la vision de Hugo Décrypte qui était on n'est pas là pour avoir un camp ou un autre. On est là pour faire du travail qui permet à tout le monde de s'y retrouver ou en tout cas à tout le monde d'être logé à la même enseigne. En fait. Donc vous ne générez pas le débat, mais vous trouvez des personnes, donc c'est malin parce que vous trouvez le business, enfin vous suivez en fait vous avez le hack des réseaux sociaux, mais c'est pas vous qui en êtes le porteur, c'est les deux personnes que vous mettez face à face. C'est exactement ça, tu as tout compris Pauline. Et c'est vraiment ça l'idée. Et donc du coup on garde un hack de réseau social parce qu'on reste des entrepreneurs. Bien sûr. C'est comme ça que vous avez réussi à émerger. Exactement, mais de l'autre côté, on garde une image de marque et une vision neutre des choses, en tout cas la plus transpartisane possible, pour montrer qu'en fait, tout le monde peut avoir un avis et qu'on peut réussir à débattre tous ensemble. Et petite spécificité intéressante, selon moi, c'est qu'en fait, à part la génération de médias digitaux qui viennent de post-Covid, donc qui est un peu la mienne, à part Hugo Décrypte et ma génération,
en fait, la majorité des médias digitaux sont aujourd'hui détenus par des gens qui ont 35, 40, 45, 50 ans. Donc, qui en plus, de plus en plus, perdent un petit peu le lien avec la nouvelle génération aussi parce qu'ils en sont trop éloignés. Et ça se voit dans beaucoup de médias. Je les citerai pas parce que j'ai trop de respect pour eux, mais c'est aussi un truc qui est réel et qu'aujourd'hui, tu commences aussi à avoir une légère scission éditoriale entre les médias digitaux qui sont dirigés par des gens qui ont en gros moins de 30-35 ans et ceux qui ont plus de 35-40 ans. Sans faire des schémas d'âge, parce que moi je déteste ça, mais c'est plutôt des schémas générationnels en fait que tu peux retrouver. Moi, YouTube, je connais YouTube. C'est vraiment, c'est tout. C'est vraiment, je suis expert YouTube. Mais du coup, est-ce que quelqu'un qui a la tête d'un média digital peut en dire pareil de TikTok, d'Instagram, de LinkedIn? Et en fait, au bout d'un moment, ça se sent sur à quel point t'es smart, t'es réactif, t'es innovant en fait dans ce que tu produis. Et je pense que les médias digitaux qui ont trop levé, qui se sont trop alourdis, ont eu ce problème qu'en fait, les têtes pensantes éditoriales étaient trop éloignées du terrain et parfois même de la génération qui les consommait. Bon, ce qui est un problème dans le monde du média, mais c'est un problème en général quand tu crées une entreprise qui grossit pour rester, bien sûr, au vent de la bouée. Question pour toi, donc tu parles beaucoup de YouTube et je pense que ça a été aussi l'un des facteurs clés de succès pour vous, c'est que vous avez master YouTube, mais au-delà de ça, bon, il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux, t'en citais, il y a évidemment TikTok, Instagram, il y a LinkedIn aussi, enfin en fait le monde est vaste et puis des réseaux sociaux, il va y en avoir encore certainement d'autres qui vont émerger. Est-ce que vous avez une stratégie sur, justement pour ne pas s'éparpiller, si jamais on revient au début de notre discussion, sur en gros qu'est-ce qu'on attaque, dans quel sens, comment on priorise? C'est une excellente question. Je sortirais de la phrase d'une conférence que j'avais écoutée, que j'avais trouvée brillante, c'est les réseaux sociaux, il faut un maître et les autres que des esclaves. Et je trouve que cette phrase est brillante parce qu'en fait, cette phrase, elle explique à mon avis peut-être le pilier le plus fondamental d'une stratégie de réseau social. Il faut y avoir un réseau social où on se plie à toutes ces règles, c'est notre maître, on fait tout pour lui plaire, et les autres réseaux sociaux qu'on a comme des esclaves, c'est-à-dire tant mieux si ça marche bien, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas là où j'ai mis mon point de focus. En gros, tu te contentes de relayer avec ces différents réseaux sociaux, quoi. Exactement. Ça veut pas dire qu'il faut pas de stratégie adaptée à chaque réseau social. Ça veut juste dire qu'il y a un point de focus d'énergie et l'autre où on fait juste notre mieux pour s'y adapter. Au crayon, ça a été le YouTube. Sur les pépites de France, donc le média qu'on a racheté, c'est Instagram. Et après, sur les 4 fondateurs du crayon... Les pépites de France, juste pour les personnes qui n'écoutent pas, qui ne connaissent pas encore, c'est un média de notre groupe, média patrimoine, visite, plus culturel. C'est le plus gros média digital sur le tourisme et le patrimoine en France. On l'a racheté en septembre 2023 et c'est aujourd'hui du coup notre deuxième média du groupe, sachant qu'il y aura peut-être bientôt un troisième, mais on en parlera après si tu veux. Et après, en plus de ça, nous 4 fondateurs, donc Sixtine, Antonin, Jules et moi, on est tous les 4 par la force des choses devenus aussi des créateurs de contenu, avec plus ou moins de succès. Moi, je suis un peu plus de 100 000 abonnés. La plus grosse, c'est Sixtine, je crois, à 400 000. Donc, tu vois, tu as un petit delta entre les deux. Et en fait, pour le coup, même pour nous 4, on a eu des réseaux sociaux qui sont maîtres. Pour Sixtine et moi, c'est LinkedIn. Pour Jules et Antonin, c'est Instagram. Et des réseaux sociaux qui sont nos esclaves. Et donc, pour Sixtine et moi, c'est Insta. Et pour Jules et Anto, c'est LinkedIn. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que ça permet de se structurer et d'avoir toujours, en fait, des priorités. Moi, je suis convaincu qu'un des plus gros problèmes que les gens ont, c'est de mettre des priorités à niveau équivalent. Il faut toujours qu'il y ait une tête qui dépasse. Parce que s'il n'y a pas une tête qui dépasse, il y a un gros blocage en cas d'arbitrage. Et les arbitrages, tu disais au début, on fait tout et rien de bien, quoi. Exactement. Mais notamment vraiment dans le côté arbitrage, c'est-à-dire, je prends juste un exemple, mais aujourd'hui avec le crayon, on a un modèle de brand content qui cartonne, qui est qu'en fait, on est payé par des événements, généralement des événements plutôt intello ou plutôt économiques, pour en fait couvrir l'événement, et c'est un format de brand content. Ce format-là, par exemple, il fait un carton sur LinkedIn. On aurait tort de pas adapter les formats de brand content à ce que ça soit parfaitement adapté à LinkedIn. Que ce soit en termes de thématiques, en termes de sujets et tout. Quitte à ce que sur TikTok et Insta, ça marche un peu moins bien. C'est pas grave. Le but du client, c'est de faire un nombre massif de vues sur différents réseaux sociaux cibles. Si ça marche mieux sur LinkedIn, allons sur LinkedIn. Et donc, du coup, ça veut pas dire, en fait, quand je parle de maître et d'esclave dans les réseaux sociaux, les gens parfois voient toujours les choses de manière trop absolue parce qu'ils aiment bien des grandes règles. Mais sauf que les règles, elles sont quand même toujours contextuelles. Les principes sont parfaitement adoptés, mais comment tu t'adaptes ces principes doivent être plutôt toujours contextuels. Et là-dessus, par exemple, c'est un bon exemple de LinkedIn est devenu du coup notre maître dans ce type de brand content. Là, on va bosser avec le MEDEF, par exemple, à la rentrée. Le MEDEF, on sait que sur LinkedIn, on peut faire un énorme carton. Pourquoi on va se faire chier à vraiment être obsédé par TikTok, tu vois?
Ouais, complètement. Et alors, vous, à titre personnel, c'est intéressant, donc les 4 cofondateurs, vous avez décidé donc d'adopter aussi une stratégie de marque personnelle, quoi. Et ce qui est Exactement. intéressant et ce qui est assez rare, c'est que vous le fassiez tous les 4. Parce que la plupart des entreprises ont en général une figure publique, comme c'est moi par exemple avec Gemio, Ouais. où sincèrement à un moment donné avec mon mari, on s'est dit ok qui le fait parce que c'est du temps aussi, et en gros on s'est dit c'est moi qui le fais. Mais vous dans votre cas vous le faites tous si je me trompe pas. Alors plutôt toi et Sixtine que les autres si je me trompe pas, mais Non, malgré même tout pas. Non, voilà ok vraiment bon tous. même pas tu vois. Pourquoi alors peut-être que je pinaille Ouais, un peu, vas-y. mais du coup, est-ce que ça va dans le sens de cette stratégie de priorisation ou pas? C'est une question. Et puis, mais du coup, pourquoi en fait? Alors, c'est une vraie bonne question. Je vais te sortir de l'excuse à posteriori, mais je reviendrai sur celle a priori, parce que maintenant qu'on peut rationaliser avec un peu de succès, Toujours plus facile. exactement, on va dire que c'est parce qu'on a envie de créer le groupe média du futur, et que le groupe média du futur, il va pas avoir une seule tête qui parle pour le groupe, il va avoir une tête par entité. D'accord. Pour prendre l'exemple du groupe Vivendi, tu vois, donc le groupe de Bolloré, tu vas avoir donc Canal+, Maxime Saada, tu vas avoir CNews, j'ai plus son nom, mais tu vas avoir C8, mettons Hanouna. Enfin, tu vois, tu vas avoir des têtes qui vont émerger pour parler au nom de chacune des parties du groupe. Je me permets Je, de reformuler ouais, peut-être pour bien comprendre. C'est en gros le crayon par exemple aura sa figure publique exactement. et puis en fait comme vous constituez un groupe globalement chaque marque aura sa figure publique. Et exactement, c'est D'accord, exactement ça. Moi étant la figure publique du groupe pour le coup. d'accord. Et donc ça, c'est un peu parce que moi je suis le CEO du groupe. Mais du coup, ça, c'est un peu ce qu'on s'est fait a posteriori. A priori, c'était juste l'idée de se dire, on adore créer du contenu. Il y a plein de thématiques qu'on peut pas aborder dans le crayon parce que justement, il faut du focus. Alors faisons un défouloir où on se fait plaisir et on parle des sujets qui nous intéressent. Toujours sans être trop éloigné du crayon parce qu'il faut pas que ça dénote non plus. Mais faisons ce qui nous fait plaisir. Et c'est parti de là. Et au final, aujourd'hui, ça nous a apporté énormément d'opportunités parce que beaucoup de boîtes ont envie de bosser avec et l'un d'entre nous 4, plus la boîte en question. Donc ça a été aussi un énorme levier. Et après, Mhm. derrière, en vrai, je pense aussi que c'est assez unique et que ça nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de force parce que je suis convaincu que les entreprises, quand elles ont une vision corporate, elles sont trop obsédées par la linéarité de la communication. Tout doit être partout pareil, dit par la même personne. Et je pense que c'est une erreur cruelle dans l'époque. Parce que, en fait, pour prendre l'exemple d'une grande banque, une grande banque va avoir une partie retail, donc pour les personnes de tous les jours, toi et moi avec notre agence bancaire. Tu vas avoir les clients B2B, donc les grandes entreprises qui ont besoin de lever de l'argent pour ça. Une partie trading, donc comment cet argent-là, on va le faire fructifier. On est sûr qu'on veut la même personne pour parler de tout ça tout le temps Ouais, avec ouais. le même discours. Moi, je pense que c'est une erreur. Et j'insiste, quitte à ce qu'il y ait des discours légèrement divergents entre les deux. C'est pas la fin du monde. Je veux dire, le mec qui a une des boîtes les plus valorisées dans le monde, il tweet des mèmes de Bill Gates avec un gros bide. Je veux dire, niveau sérieux du corporate, ça va. Je pense qu'on a basculé dans une ère où on peut être un peu plus en roue libre. Et je suis convaincu qu'avec un discours un peu dispersé comme le nôtre, finalement, en tout cas à court terme et en tout cas au début de notre histoire, c'est hyper précieux parce que du coup, ça permet aux gens de pouvoir comprendre l'amplitude de ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on dit qu'on a un groupe, on est un groupe, mais tu vois, on est une boîte, on va Ah, faire vous en peut-être êtes un au peu plus début de quand 3. même, bien sûr. Exactement, on va faire peut-être Mm. un peu plus de 3 millions de CA cette année, tu vois, on est quand même à petite échelle par rapport à beaucoup de boîtes. Mais si jamais on veut réussir à parler de tout ce qu'on fait, une seule personne, ça suffirait pas. Et d'autant plus que on a tous chacun une histoire différente à raconter du crayon et que dans notre ADN de débat et de contradiction et de pluralité d'opinion, je trouve ça intéressant de se dire qu'il y a aussi une pluralité d'incarnation et de discours, tu vois. Alors, question pour toi que je me pose tous les jours, sincèrement. Pourquoi est-ce que vous avez voulu diversifier vos activités aussi rapidement? Parce que comme tu le dis, 3 millions, c'est déjà vachement bien. Et on va parler après du business model parce que vous êtes rentable, c'est encore mieux. Mais néanmoins, vous faites un choix à un moment donné de diversifier vos activités, donc de racheter des entreprises, d'en créer de nouvelles. En gros, d'avoir vraiment cette vision d'un groupe média, ce que je trouve être brillant. Mais c'est aussi, comme on Avec le disait plaisir. au début, Ouais, un risque parce que ça fait que vous concentrez moins vos efforts quand même sur la poule aux œufs d'or qui, pour l'instant, si je ne me trompe pas, était le crayon, en tout cas d'un point de vue médiatique. c'est complètement, t'as très bien résumé. Le sujet qu'il y a derrière, c'est qu'on est assez convaincu que ça nous a fait perdre des points de croissance sur le crayon média. Ça on le pense. On est assez aligné là-dessus. En revanche, ce dont on est convaincu, c'est que on a vraiment, vraiment analysé les business models de nos darons, si tu me permets de le formuler comme ça, que sont Brut, Combini, Loopsider. Et on s'est rendu compte d'une chose vachement intéressante, c'est que les médias nous ont été présentés comme des startups, notamment Brut,
Et pourtant, on n'observe pas de réelle scalabilité verticale du modèle. Ouais. Parce qu'en fait, Brut publie, mettons, on va dire 6 vidéos par jour sur 4 canaux. Donc, mettons 24 vidéos. Encore, il y a des vidéos qui sont les mêmes selon les réseaux. Mais mettons même que ce soit pas le cas, on va dire 24 vidéos par jour. Bah, tu peux pas passer à 50. Donc, tu peux pas passer à, on va dire, X% de brand content de 50 vidéos. Et Donc, tu en veux fait, dire, si tu ton peux pas passer à 50 parce qu'en fait, il n'y a pas le public, il n'y a pas suffisamment besoin d'autant de Ah contenu. ouais, exactement. Donc, en fait, ta scalabilité, elle ne peut pas se faire sur ton volume de contenu, donc sur ton volume de brand content, donc sur tes revenus. Donc, en fait, tu es rapidement perdu là-dedans. Et donc, il y a deux solutions à ça. Et on a appliqué les deux. La première solution, c'est la scalabilité horizontale. Le fait de faire pousser plusieurs champignons. Et donc, du coup, nous, notre thèse, c'est de faire émerger dans les 5-10 prochaines années 5-10 grandes marques médias, top 3 de leur thématique en France. Ça, c'est notre ambition. Et ça vient avec, donc ça, c'est une scalabilité qui permet de pouvoir avoir potentiellement des clients sur le crayon qui seront les mêmes que sur les pépites de France, qui seront les mêmes que sur d'autres médias qu'on développerait. Mais c'est aussi une deuxième logique, c'est une question de modèle. Le modèle de brand content est un bon modèle. Ça n'est pas le bon modèle. C'est un bon modèle, c'est pas le bon modèle. Le bon modèle, c'est un produit ou un service plutôt scalable si possible, adossé aux médias. Tu prends les valeurs de ton média, tu prends l'édito de ton média, tu prends l'audience de ton média et tu te demandes quelle valeur ajoutée supplémentaire je peux leur apporter contre de l'argent. Et ça va aligner la ligne éditoriale et les gens qui regardent, le business model avec ce que tu veux raconter, ton indépendance avec les clients qui te regardent déjà. C'est que du bénéf à tous les niveaux. C'est difficile, c'est très difficile. Mais c'est là où, pour le coup, tu crées le média ultime. Un excellent exemple de ça, c'est Welcome to the Jungle. Alors, je ne crois pas qu'ils aient encore touché la rentabilité, mais on est quand même sur 40 millions de revenus pour un média qui a 10 fois, 15 fois moins d'audience que Brut. Ça se pose là, mine de rien. Et ce truc-là, c'est parce qu'en fait, l'audience de Welcome to the Jungle, c'est des gens qui veulent travailler, des gens qui veulent recruter. Le service de Welcome to the Jungle, c'est recruter mieux, trouver un job de meilleure manière. C'est hyper aligné. Du coup, tout le monde est prêt à payer parce que le média nous apporte déjà de la valeur gratuite de ce qu'ils vont nous apporter en payant. Donc, c'est ce qu'on a fait notamment avec le Crayon quand on a monté nos deux agences, qui se trouvent être pas exactement des média-led compagnie non plus, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais bon, bref, ça nous a beaucoup aidé d'avoir le Crayon pour développer nos deux agences, le surligneur et le pinceau. Et c'est parfait pour les pépites de France. Parce que les pépites de France, il y a une application avec 500 000 utilisateurs où en fait, tu as une carte de France des pépites de France. Et tu as une version payante avec des pépites secrètes cachées. Là, on est en train de développer une IA de malade mental sur nos pépites. Et en fait, ça nous permet de se dire, vous aimez les pépites de France, vous en voulez plus et de manière plus facile à utiliser, voici l'app. Et donc, du coup, c'est super aligné. Parce que du coup, on va avoir beaucoup moins de chances de se corrompre avec des partenaires ou autres, parce qu'en fait, on n'a pas besoin. Le but, c'est que notre audience nous fasse confiance. Parce qu'en fait, quand tu passes de brand content à media-led compagnie, qu'est-ce qui change structurellement? Juste parce que, attends, pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas les termes, donc brand content, oui. En gros, un partenariat avec une marque qui te paye pour parler de sa marque concrètement, comme tu disais, couvrir un événement par exemple. Genre la BNP, pour citer la BNP par exemple, te dit ok, j'ai envie de communiquer sur votre audience et donc vous co-créez en gros un contenu pour eux qui est diffusé sur vos médias. Et puis tu appelles ça média-led, c'est ça le deuxième? Exactement, média-led compagnie, terme anglo-saxon pour dire une entreprise qui est dirigée par le média. D'accord. Et en fait, la média-led compagnie, l'idée c'est qu'en fait c'est une double entreprise, un média plus un business derrière, les deux étant fondamentalement liés et vivant en symbiose. Et donc, le meilleur exemple, c'est Welcome to Jungle, un média sur le futur du travail avec une plateforme de recrutement pour les entreprises. Voilà, ça, c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Et donc en fait, c'est votre business model aussi avec le pinceau et le Exactement. Exactement. Et donc, du coup, nous, notre média de compagnie, notre thèse, c'est de se dire qu'une média de compagnie est mieux que le brand content pour une raison toute simple. C'est le brand content, ton objectif éditorial, c'est de faire toujours plus de vues pour être toujours plus attractif pour les annonceurs. Alors que la média de compagnie, c'est générer toujours plus de confiance pour convaincre toujours plus de monde d'acheter tes produits ou tes services. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'en fait, ta KPIs, elle passe de vue à confiance. Et donc, du coup, tu passes de contenu potentiellement putaclic ou un peu border à contenu qui a pour but que l'audience soit en mode
je suis fier de suivre ce média. Et puis Et avec un c'est autre très, très sujet différent. aussi, si je puis me permettre, sur le brand content, qui est le sujet de tous les influenceurs, et c'est pour ça que personnellement je ne fais pas d'influence. C'est qu'en fait, en gros, tu dois rendre un service, enfin, en tout cas créer une prestation de service pour une marque qui du coup, bah forcément a envie que tu parles d'une certaine manière d'elle, etc. Mais donc en fait, en termes de liberté éditoriale, bah t'es quand même assez En plus. contraint. Donc c'est quand même un petit peu plus compliqué. Exactement. Même s'il y a des marques super cool, et nous, on fait du Bien brand sûr, content et on compte pas s'arrêter. Mais en revanche, je pense que le brand pas que content ça. exactement, le brand content pour une bonne média-led compagnie, ça doit être 20-25% du CA maximum. Aujourd'hui, sur le crayon, on est à, le crayon média, hein, pas le groupe, hein. Le crayon média, on est à 60, ouais, 50-60% du contenu, du revenu qui est en brand content. Et sur les pépites de France, à peu près pareil, 50-60. Notre but, c'est que nos médias-led compagnies du crayon média et des pépites de France baissent jusqu'à 20-25% à terme. Et après, on a deux agences qui, pour le coup, permettent de redistribuer de l'argent grâce à ce qu'on signe et en plus d'attirer des clients qui veulent qu'on fasse un peu ce qu'on fait chez nous, mais pour eux, tu vois. Oui, en marque blanche. Alors, je veux bien que Exactement. tu me parles un petit peu plus de pinceau et surligneur, qui sont vos deux. Donc, en gros, si j'ai bien compris, hein, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Ouais, bien sûr. euh, les deux piliers au cœur de votre business model aujourd'hui, et donc c'est ça qui vous Exactement. apporte un maximum de rentabilité. Exactement. Aujourd'hui, c'est, ouais, je pense que c'est 60-65% de nos revenus qui viennent des deux agences. Peut-être même un petit peu plus cette année parce qu'on a eu pas mal d'investissements à faire sur les médias pour construire le futur. Alors, il y a une agence, c'est de la relation presse et du contenu pour les entrepreneurs ou les entreprises. En gros, ce qu'on fait, c'est que qu'on soit entrepreneur ou une entreprise, parfois on a des défauts de visibilité ou d'audience ou de crédibilité, alors même qu'on a touché notre product market fit, on sait ce qu'on fait, on sait comment attirer nos clients, mais il faut qu'on mette un coup de boost à ça. Alors, on fait appel au surligneur, soit pour s'occuper de son compte LinkedIn, quand on est plutôt en B2B, soit pour s'occuper de sa relation presse, quand on a plutôt envie de passer là, carrément une étape en termes de statut, de crédibilité, de visibilité, soit quand on a envie de créer du contenu TikTok Insta pour créer plus de viralité et d'audience. Donc ça, nous, on le fait en marque blanche pour des entrepreneurs et des entreprises. Et on a Le Pinceau, qui est une entreprise de conseil et d'influence pour les grandes entreprises, avec aussi un cercle, donc une forme un peu de dîner d'affaires de l'influence, pour en fait permettre de reconnecter les grandes entreprises aux leaders d'opinion. Parce qu'en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, leur plus gros stress, leur plus gros danger en vrai, c'est la fracture générationnelle. C'est que tous les gens, en gros, on va dire de moins de 30-35 ans, un peu la distinction que je faisais plus tôt, bah en fait, leur disent tout simplement fuck. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a un vrai risque de ça. Entre les sujets climatiques, les sujets de conditions de travail, les sujets de sens, les sujets aussi d'équilibre vie pro-perso, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui challengent le monde du travail. On n'est plus du tout dans le paradigme d'être ravi d'avoir un CDI dans une grande boîte comme nos parents. Et aujourd'hui, ces entreprises-là, elles ont vraiment besoin de se reconnecter à la jeune génération et nous, c'est ce qu'on leur permet de faire avec Le Pinceau. Et sur le surligneur, notre sens plus profond, notre mission plus profonde, c'est de faire des entrepreneurs des figures au même titre Public. exactement, au même titre que des politiques, des influenceurs, des écrivains, des artistes, des journalistes. Et ça, franchement, t'es un excellent exemple. Nous, notre but, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes comme Pauline Léniaud qui soient connues, qui aient une parole qui compte, qui puissent prendre la parole dans les moments importants. J'ai vu que tu l'avais fait pendant les élections pour dire au bout d'un moment, on peut arrêter aussi de faire du prosélytisme partout. Ça fait du bien d'entendre ça. Enfin, Même tu vois, si je ça peux c'est te des dire que je me suis pris une petite vague de débat, mais alors tu vois, c'est drôle parce que ça va exactement dans le sens de ce que tu disais. Le post a été vu, enfin, il y a un nombre de likes et de machin énorme juste parce que le débat, en fait, c'est ce qui est ouais, vu sur les réseaux sociaux, quoi. complètement. Et puis ça fait du bien. Moi, je trouve que ça fait du bien aussi qu'il y ait des figures qui soient pas politisées, qui sont encore plus entrepreneuriales, qui puissent prendre la parole. Et nous, on construit en fait ce rayonnement pour les entrepreneurs ou pour les entreprises, pour les boîtes soit plus grosses, soit où les fondateurs veulent pas se mettre en avant. Mais en fait, c'est de créer du rayonnement, de créer de l'impact, quoi. En fait, nous, on est convaincus que aujourd'hui, l'asset que tu as créé en étant aussi visible et aussi crédible, c'est un asset certes pour Gemio, mais c'est un asset même à titre personnel pour tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, tu vois. Tu veux faire des projets immobiliers, tu fais une story, tu as juste 100 personnes qui se mettent à tes pieds pour bosser pour toi. C'est ouf, en vrai. Ben, Et je ça, dis on se rend... souvent, la marque personnelle, elle est enfermante aussi parce que du coup, plus difficile quand tu crées une entreprise de détacher la marque personnelle de ton entreprise. Mais néanmoins, comme tu le disais, c'est quand même un stock de confiance qui se fait sur des années et des années. Et je pense qu'il faut être assez rigoureux là-dessus pour ne pas, tu vois, dénaturer la confiance. Mais une fois que tu l'as construit, c'est vrai que c'est un vrai bénéfice, quoi. Et si ça te dérange pas que je retourne un peu le rôle de l'intervieweur 2 minutes, mais Vas-y. qu'est-ce qui fait que tu t'y es mis si tôt?
quel déclic ou quelle vision t'as eu pour t'y mettre si tôt sur ce truc-là? Assez simplement, en fait, donc je m'y suis pas mis si tôt que ça, hein, parce que tu sais, j'ai créé Gemio en 2011 et j'ai ouvert, je crois, mon compte Instagram en 2000, je vais pas dire de bêtises, mais 2018 à peu près, 2017-2018, quand j'ai créé mon podcast. Moi, sincèrement, le monde des médias est né pour moi quand j'ai créé mon podcast. Avant ça, je faisais des interviews pour Gemio et tout, donc on va dire que dans le milieu ultra niche de l'entrepreneuriat féminin en France, comme il y en avait très peu, 2011, comme tu le disais, à l'époque, Ouais, c'est vrai. on parlait pas beaucoup d'entrepreneuriat, donc je suis arrivée, peut-être que je parlais bien à l'oral, j'en sais rien, j'étais une femme, il n'y en avait pas tant que ça non plus, donc il y a eu un certain nombre de choses qui font que j'ai un peu émergé, mais j'avais pas de communauté. Et c'est vraiment quand j'ai créé mon podcast, qui a été l'un des premiers podcasts, en fait, à traiter le monde professionnel de l'entrepreneuriat, mais pas que, enfin, du business au sens large, que, en gros, j'ai commencé à avoir des gens qui me suivent, et puis moi-même, si tu veux, fallait bien que je diffuse mon podcast. Donc, en fait, j'ai commencé à écrire des articles sur LinkedIn, j'ai commencé à écrire des posts sur Instagram. Tu vois, moi, par exemple, je pense que mon média de prédilection, c'est plus LinkedIn qu'Instagram, et parce que je suis plus de l'écrit, ça me ressemble aussi, tu vois, plus. Je pense que c'est plus en accordance avec mon audience. Mais bref, tout ça pour dire que ça s'est fait d'une manière assez organique. Et puis après, un peu comme vous avec le crayon, j'ai vu que ça avait un impact positif. J'ai vu que ça rejaillissait aussi pour ma marque, etc. Donc voilà. Mais comme tu le disais très justement au début, j'y consacre un temps qui est important, bien sûr, mais qui est quand même limité parce que aujourd'hui, ça reste pas ma priorité malgré tout de construire cette marque personnelle. Ouais, je comprends. Mais en Peut-être tout que cas, ça tu l'as bien changera un jour. établi, hein. Peut-être que ça changera un jour. Bah, pour moi, ça change en fait. Si on veut philosopher 2 minutes, il y a un truc intéressant là-dedans dans la marque personnelle que les gens sous-estiment, c'est les effets composés et les effets cumulés de tout ça. Parce qu'en fait, je faisais la blague en disant, si tu veux te lancer dans un projet immobilier, tu fais une story, t'as 100 personnes qui veulent bosser pour toi d'arrache-pied, limite gratuitement, juste pour que tu leur fasses de la pub. Enfin, premier degré, hein. Enfin, moi, en tout cas, à titre perso, j'en suis là dans ma vie entrepreneuriale, hein. Je fais une story parce que j'ai besoin d'un truc. Enfin, j'ai Bien sûr. 30, Ah j'ai ouais, 30, c'est sûr. 30 opportunités délirantes. Et c'est parce qu'en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on est en train de vivre aussi une nouvelle ère du dirigeant et du chef d'entreprise, de l'homme ou de la femme d'affaires, enfin, de tout cet univers-là. On est en train de vivre un monde différent. Et ceux qui ont de l'audience, ce qui est pas facile, hein, dans ces thématiques-là, les gens se rendent pas compte, hein. Les gens, ils te voient toi ou moi ou d'autres en se disant ouais, ok, d'accord, très bien, mais en fait, on est quand même loin de Squeezie. Mais ils se rendent pas compte que cette taille critique d'audience, moi, je suis un peu plus de 100 000 abonnés, toi, tu dois peut-être à 200, 300, 400, je sais plus quels sont tes chiffres exacts, tu vois. Mais c'est une taille d'audience où en fait, tu arrives à un stade où si tu veux faire une conférence de presse pour annoncer que tu te lances dans, je sais pas, là, les sacs à main de luxe ou tout ce que tu veux, mais c'est un boom de communication massif qui coûte aujourd'hui des centaines de milliers d'euros à des boîtes. Donc, c'est des centaines de milliers d'euros économisés parce que tu as investi sur ta marque personnelle. Et ça, c'est parce qu'en fait, et moi je le dis, je défends un peu mon discours commercial du surligneur, mais c'est parce que les gens sont toujours très court terme, ils sont quarter, ils sont trimestre par trimestre, trimestre par trimestre. Alors qu'en fait, sur 5 ans, une stratégie de marque personnelle bien gérée, c'est délirant l'impact. Délirant. J'allais dire, ça se construit dans le temps. Faut pas penser que, tu vois, tu fais 3 posts sur Instagram et sur LinkedIn et ça marche. Enfin, t'en es un bon exemple, j'en suis un bon exemple. On a mis quand même des années avant de réussir à établir. Je pense que cette répétition et cette récurrence, et puis aussi une forme de droiture aussi dans ce qu'on fait. Enfin, je sais pas si toi tu te l'appliques, mais tu vois, moi, je fais quand même très très attention à qui je recrute entre guillemets comme invité sur le podcast, que je poste, etc. C'est assez réfléchi quand même pour justement ne pas casser la confiance. Mais tu as complètement raison là-dessus. Et je pense que pour le coup, ce truc-là, c'est vraiment en fait d'avoir on appelle ça les brand assets. C'est-à-dire en fait ce à quoi les gens vont penser quand ils pensent à ta marque, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit marque d'entreprise. Et en fait, je pense qu'il faut surtout jamais trahir ces brand assets. Red Bull qui nous parle d'écologie, c'est un flop énorme. Et ça, pour le coup, ce serait une énorme connerie de leur part de faire ça. En revanche, une entreprise un peu, on va dire, investissement à impact, qui pousse les gens à investir dans une boîte qui est tout sauf écologique, là, pour le coup, ils trahissent aussi leur brand asset. Et je pense qu'il faut vraiment rester dans cette ligne-là. Nous, on a eu cette chance, et je pense que ça a été franchement, vraiment, avec le recul, vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir choisi cette thématique-là parce que on a choisi une marque où le fait de s'associer avec des gens est une forme de vision de la liberté d'expression et de la liberté de conscience de chacun. Ce qui nous permet, nous, d'avoir quand même une grande latitude sur les gens avec lesquels on discute. Et du coup, personne ne serait choqué si jamais il me voyait demain discuter avec un élu de la France Insoumise ou du Rassemblement National à un café. Personne ne trouverait ça choquant. Je suis au crayon, c'est normal. Personne ne trouverait ça choquant que je discute avec un chef d'entreprise ou un ouvrier. Personne ne trouverait ça choquant. Et j'adore pour le coup, parce que moi, c'est peut-être ma plus grande passion, c'est de discuter avec les gens les plus différents de la société, tu vois. Et je suis ravi d'avoir construit l'univers de marque où c'est recommandé de faire ça, tu vois.
j'aurais été incroyablement mal à l'aise dans dans la création d'une marque de luxe. J'aurais été très mauvais là-dedans. Moi, j'aime bien discuter avec tout le monde. Je suis très bar PMU pour ce truc-là, tu vois. Et je pense que je saurais pas du tout fitter avec une marque de luxe, tu vois. Moi, si jamais on devait me sponsoriser en termes de fringues, je pense que je passerais beaucoup mieux auprès de Uniqlo qu'auprès de Hermès, tu vois. Qui nécessite un contrôle un peu différent. Ouais, de ouf. Et toi, donc, tu as choisi à titre perso LinkedIn. Tu me disais que c'était un peu ton réseau social. Pourquoi LinkedIn? Qu'est-ce qui fait que c'est ce qui t'a plu? Alors, je peux imaginer qu'il y a un lien avec Surligneur et avec le pinceau business évident. Mais est-ce qu'il y a eu aussi une appétence personnelle? Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui peut-être ont envie de créer des marques personnelles. Ils ne savent pas comment choisir parce que tu sais, ils sont un peu obnubilés par il faut que je sois sur TikTok, il faut que je sois sur Instagram. Et finalement, comment est-ce qu'on choisit? C'est une très très bonne question. Nous, avec le surligneur, la question qu'on pose toujours, c'est où est-ce qu'on consomme le plus de contenu? Toi, à Parce que titre ça, personnel, où est-ce que ouais, toi, à titre exactement. personnel? En tant que consommateur de contenu, où est-ce que la personne est le plus? Et parfois, on a des réponses très 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 improbables, mais vachement intéressantes. Par exemple, nous, il y a un de nos clients qu'on accompagne qui est, bah, moi, ce que je consomme le plus, c'est des articles. Et donc, du coup, nous, on a réussi avec le surligneur à écrire pour lui et en même temps à lui trouver une place en tant que chroniqueur dans un grand média, chroniqueur écrit. Et il est comme un coq en pâte parce que c'est une évidence pour lui de faire ça. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour lui de s'y retrouver. C'est un cas unique, hein, mais je prends cet exemple-là pour que les gens fassent le Ouais, ouais. raisonnement. Moi, l'endroit où je consomme le plus de contenu et de très, 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 très loin, c'est YouTube. Sauf que YouTube, j'ai deux contraintes. La première, c'est que ça prend un temps de dingue pour faire ce que j'aimerais vraiment faire sur YouTube. Je le ferai peut-être un jour, mais aujourd'hui, ça me prend trop de temps. Et de deux, c'est un canal qui me frustre parce que je ne suis pas en discussion avec les gens. Moi, ma plus grande passion, c'est l'agora. Je balance des trucs et les gens, ils débattent, ils sont d'accord, pas d'accord, c'est intéressant. Et LinkedIn est pour le coup là où tu as un peu l'intersection de et un univers de connaissances et de l'autre côté un univers de débat. Et tu Et trouves ça, pas pour que le coup, sur YouTube, quand même, enfin, je veux dire, dans les commentaires, il y a quand même un paquet de gens qui s'expriment et en général d'une manière assez directe. Donc, tu trouves oui, pas que mais ça permet d'avoir l'agora que tu décris? bah, le problème, c'est que si jamais j'ai un commentaire que je trouve intéressant et que j'ai envie de discuter plus longuement avec lui, déjà, c'est pas facile de le contacter. Ouais, c'est vrai. De deux, ça se trouve, ces sujets n'ont rien à voir avec ça, il est juste passé par là et que même lui, il s'en Oui, fout. oui. Et donc, du coup, il n'y a pas cette appétence. Moi, ce que j'aime bien dans le LinkedIn, c'est que LinkedIn, c'est un événement de networking 24 heures sur 24. C'est Et le donc, en retour fait, à l'événementiel. exactement. Et je prends un exemple tout con. On avait besoin de quelqu'un pour nous retaper un peu notre site internet. Et il y a un petit gars qui a fait un post LinkedIn pour dire qu'est-ce qu'on ferait si on faisait un podcast sur le personal branding en termes de site. Et donc, du coup, il a mis dans les trucs qu'il ferait, il met bah, se faire sponsoriser par une agence de marque personnelle comme le surligneur, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial, je trouve ça très drôle et tout. Et j'étais en mode putain, il est beau ton site, viens on discute. Et c'est ça que je trouve génial. C'est une marketplace, c'est un univers de débat, c'est un univers de connaissances. C'est encore aujourd'hui l'endroit où le contenu moyen est le plus élevé intellectuellement. Je Je suis pense d'accord aussi, qu'il y a, ouais. il y a un gros LinkedIn bashing sur les gens bullshit. Mais j'ai envie de dire, si les gens, vous trouvez que les gens disent du bullshit dans votre feed, il y a des petits, il y a trois petits points en haut, tu cliques en disant ne plus me montrer ce contenu et ce sera très bien, hein. Moi, c'est ce que je fais. J'ai que de la qualité sur mon feed LinkedIn. C'est un vrai plaisir, hein. C'est un des trucs que j'ouvre le plus le matin. En fait, c'est un peu ma revue de presse à moi, tu vois. Puis moi, j'ai une dimension extrêmement sociale qui est parfois un biais parce que du coup, je construis beaucoup mon opinion sur et mon avis sur ce que vont dire des leaders d'opinion bien choisis, parfois plus que sur des discours d'analyse. Donc parfois, il faut se méfier, mais moi, je construis beaucoup ma connaissance en sociabilité. Et je trouve que LinkedIn est un endroit merveilleux pour ça. Et en plus, et moi, on va pas se mentir, c'est un canal business exceptionnel Bien sûr. aussi. Qui sont les C'est personnes dingue. que tu suis sur LinkedIn et qui t'inspirent ou que tu trouves très bon sur LinkedIn? C'est une très bonne question. J'aime beaucoup Benoît Dubos de Skelesia. Je Je sais pas connais si ça te pas. parle. Non. C'est un gros technicien de l'entrepreneuriat. Un théoricien même, je dirais même de l'entrepreneuriat. Et je le trouve vraiment, vraiment très, très doué. D'accord. Donc Benoît Dubos, vraiment très réussi. Il est un peu provoque, mais je trouve que Thibault Louis dit des choses intéressantes. C'est un solopreneur qui Je monte des connais solo personne. business. C'est pas grave, je note. C'est vraiment un mec qui vient de LinkedIn pour le coup, lui. C'est-à-dire qu'il s'est créé, et il existe via LinkedIn à la base. Donc je trouve que c'est une partage du contenu qui est très intéressant. Alexandre Ling de Tudigo, qui se trouve être un de nos clients en plus, mais qui lui pour le coup est un mec que je trouve très très brillant et il crée du contenu de très très grande qualité. C'est vraiment vraiment réussi. Qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple de ce que je lis régulièrement? Je lis régulièrement Mounir Lagoun de Finari, que je trouve aussi courageux, intéressant. Il n'a pas la langue dans sa poche, il y va frontal et tout. Qu'est-ce que je prends comme exemple?
Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que ça fait une bonne liste pour les gens C'est top. s'ils veulent s'y renseigner. C'est clair, merci pour tes conseils. Écoute, comme je vois que le temps passe, on va passer, si ça te va, à mon crible. Mais avant Bien ça, sûr. j'ai une dernière question que beaucoup de gens me posent, donc j'imagine qu'ils seront intéressés d'avoir ta réponse. C'est travailler en famille, travailler avec ta sœur, si je me trompe pas. Oui. Peur au moment de le faire, évidence, mise en place de petites règles, pas du tout, c'est hyper naturel. Est-ce que tu as des choses à me dire dessus? C'est une très bonne question. Je pense, et je vais vraiment faire un disclaimer avant d'y répondre. Moi, j'ai 26 ans, donc je suis quand même encore, même si parfois j'ai du mal à me rendre compte, je suis encore très jeune. Et donc, du coup, je suis dans une phase de ma vie où, globalement, ma boîte, mon projet, c'est 80-90% de ce qui fait que je me lève le matin. Donc, je pense que c'est très différent que quand on a une famille, des enfants, d'autres responsabilités que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais dans ma phase de vie où, du coup, j'ai rien d'autre à penser que ma boîte, c'est le bonheur absolu parce que, du coup, je vois ma sœur tous les jours. Moi, j'adore ma sœur, on s'est toujours très bien entendu. J'ai aussi un grand frère avec qui je m'entends merveilleusement bien, mais malheureusement, il coûte aujourd'hui malheureusement encore trop cher pour qu'on puisse bosser avec lui. Un Alors, goal, peut-être pour plus tard. exactement. Alors, il est dans la finance, dans l'investissement, donc c'est pas exactement les mêmes milieux. Mais il est avec qui je m'entends vraiment très bien. Et en fait, moi, bosser en famille, c'est juste un plaisir, en fait. Moi, ma plus grande, en fait, je passais beaucoup de temps. Il y avait une question que j'écoutais dans le podcast de Yomi et Oussama, que je trouvais vachement intéressante, que Yomi posait, qui était sur quelles données, sur quelle unité de mesure vous jugez votre vie, de si vous êtes heureux ou pas heureux. Et je trouvais que c'était une vraie bonne question parce qu'on se la pose pas du tout assez. Et donc, du coup, je me suis beaucoup creusé. Pendant longtemps, je croyais que c'était le succès dans le sens un peu résumé de crédibilité, succès financier et perspective. Après, je me suis dit non, c'est le plaisir que je prends au quotidien dans le travail pur et tout. Et en fait, non, pas non plus. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est faire des trucs qui me passionnent avec des gens que j'adore. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu flou, mais en même temps, ça me guide pas mal parce que je me rends compte que je pourrais gagner moins ou plus, ça changerait pas beaucoup mon bonheur. Je pourrais faire des choses 10 fois plus passionnantes avec des gens que j'aime pas, ça me rendrait pas plus heureux non plus. Je pourrais faire des choses pas intéressantes avec des gens que j'aime bien, ça me rendrait pas plus heureux non plus. Donc c'est vraiment cet équilibre de faire des choses qui m'intéressent avec des gens que j'adore. J'adore ma sœur. Évidemment qu'il y a des moments où on s'engueule sur le taf, sur le truc, tout ce que tu veux. Ça nous arrive 2-3 fois de mettre des règles, notamment quand on est en famille élargie où on est 15-20 personnes pour pas en faire tout à propos de nous, tu vois. Mais pour le coup, c'est un vrai bonheur. Moi, je le recommande avec ceux qui s'entendent bien avec leurs frères et sœurs. C'est très important de rappeler qu'on s'entendait merveilleusement bien avant de monter la boîte. Ce qui est très important. Ok, next, on passe maintenant à mon crible. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler et puis, au-delà de l'échec et de m'expliquer un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a appris? Vraiment, l'idée, c'est quoi l'enseignement? C'est une excellente question et en plus c'est un truc dont je parle très très peu, mais en fait j'ai monté un label de musique et un studio d'enregistrement, ça peu de gens le savent, D'accord, euh, entre ma boîte de community management et le crayon. C'était un peu d'accord. c'était à cheval sur les deux. Et ça marchait pas trop mal d'un point de vue sur enregistrement, on faisait rentrer quelques milliers d'euros par mois. Et le label, on a quand même produit quelques trucs un peu cool, avec quelques artistes de second rang, mais de bons artistes qui étaient quand même pas mal montants. Je me suis séparé de mon associé parce que pour deux raisons, et ça m'était mes deux leçons. La première chose, c'est je déteste bosser avec des artistes. Je déteste bosser avec des artistes. Et je respecte tous ceux qui doivent bosser avec des artistes. Enfin, en tout cas, le cliché de l'artiste. Je dis pas tous les artistes, je mets pas tout le monde dans le même groupe. Mais le cliché de l'artiste qui se lève à 11 heures de manière désinvolte et qui t'explique que l'inspiration, ça vient que quand ça vient. Moi, j'aime pas. Et je trouve que c'est une manière mauvaise de faire les choses. Et j'ai bossé avec quelques autres artistes beaucoup plus sérieux. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément une question d'artiste, mais cette philosophie-là. La philosophie de l'artiste roi au gré de sa créativité est un truc que je supporte pas. Le truc que personne n'est suffisamment génial pour pouvoir faire plier tout le monde à ses propres moods, tu vois, ses propres humeurs. Et si jamais c'était le cas, soit vraiment au-dessus du niveau, quoi, soit vraiment imbattable. Si jamais t'es Picasso, ok, fais chier les gens si tu veux. Mais si t'es pas Picasso, tu te tais, en fait. Tu Et te puis, tais, tu avant bosses. d'être Picasso, je pense qu'il a trimé et qui, voilà. En plus. Mais bref, en tout cas, ça m'a vraiment marqué. Et le deuxième truc, c'est dire la vérité. J'ai trop longtemps toléré les comportements de mon associé, qui lui était beaucoup plus artiste. J'ai trop longtemps toléré les comportements de mon associé qui n'étaient pas pro, qui n'étaient pas raisonnables, parce que j'étais un peu dans le truc nous contre le monde, encore à cette époque-là. Donc en fait, je lui pardonnais tout parce que c'était un peu sous l'autel de l'union, on va dire, de la solidité de notre relation.
Et en fait, c'était une erreur parce que ça nous a tous les deux pas rendu service. Et aujourd'hui, alors que c'était mon meilleur pote d'enfance, on n'est plus potes, tu vois. Donc ça a été assez violent à vivre pour le coup ça. Je lui souhaite tout le meilleur et je l'embrasse si il passe par là. Mais ça a été très dur et même moi j'ai eu bien plusieurs mois avant de vraiment ne serait-ce que imaginer un jour renouer le dialogue. Il est légèrement renoué aujourd'hui, mais ça m'a vraiment ça m'a fait un effet de d'écœurement, tu vois, vraiment, de cette industrie et de la personne, tu vois. Je comprends. Bah, c'est hyper dur hein, quand on se sépare d'un associé, que ça se passe mal. On se rend pas compte à quel point le monde professionnel peut être émotionnel. Et je suis hyper frustré parce qu'en plus, on n'a jamais pu mettre en place le projet qui était vraiment celui qu'on avait en tête, qui était, je pense, une vraie très bonne idée. Donc, si des gens passent par là, qu'ils l'appliquent, qu'ils m'appellent s'ils veulent l'appliquer, c'était de prendre la même méthodologie que Colors. Je sais pas si ça te parle, Colors. Ouais. C'est le truc avec le micro et tout. Mais de faire en fait des feats inédits entre deux artistes d'univers différents, sponsorisés par des marques stylées. Une marque genre Burberry débarque et elle fait un feat entre une chanteuse et un rappeur un peu chill. Et le feat, il est inédit, il est pour Burberry. Et les artistes sont payés pour faire le feat, en plus d'avoir un... Enfin, c'est un modèle hyper vertueux pour tout le monde, tu vois. Et je crois encore en ce modèle-là. Je pense que ce modèle-là, avec les bons contacts, ça peut être un banger. Après, question de droit et compagnie à gérer, pas évident, mais bon. Qu'on avait vu, franchement, pas simple, mais pas le plus difficile, Okay. en vrai. Hyper intéressant. Bah merci. Écoute, donc je suis bien contente de t'avoir posé la question. Et donc tu disais l'enseignement sur l'honnêteté, c'était aussi de voir les choses, la réalité en face plus vite et de la dire plus rapidement. Exactement. Et cette phrase absolument magnifique de Jordan Peterson, le psychiatre canadien, j'ai les discussions difficiles les plus tôt possibles parce que je ne veux pas les avoir toute ma vie. Ah, ça. Et là, j'étais en mode, c'est parfait. Cette phrase est parfaite. Je la redis, c'est je veux avoir les discussions difficiles le plus tôt possible parce que je veux pas les avoir toute ma vie. C'est vrai dans le couple, c'est vrai avec les associés, c'est vrai avec les très bons amis, c'est vrai en famille. Depuis, ça me guide cette phrase-là. Et franchement, j'ai des relations autour de moi incroyables parce que je suis hyper courageux très tôt dans les discussions difficiles depuis ce moment-là, tu vois. Hyper important. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu as envie de refaire différemment, sachant que tu as 26 ans, donc bien sûr, ça va peut-être être une question qui va évoluer dans le temps, mais là, à l'heure d'aujourd'hui. C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Je pense que j'aurais été moins naïf au début du crayon. Au début du crayon, on a vraiment trop cru, et c'était une erreur, on a trop cru que un média qui fait des vues égale un média qui fait de l'argent. Sans comprendre qu'il y a le sujet de faire des vues et il y a le sujet de faire de l'argent, qui sont deux sujets liés, mais pas du tout linéaires. Parce que tu as des médias qui ont une bonne notoriété et une bonne confiance, on revient au sujet du début, B2B, qui fait que, alors qu'ils font des moins bonnes audiences que le crayon, ils vendent mieux que nous. Parce qu'ils ont des meilleurs relais, des meilleurs partenaires. Parfois, c'est des gens du sérail, hein, évidemment, hein, je ne nie pas. Mais je pense que je serais moins naïf là-dessus. C'est un de nos gros travaux là depuis 12 mois. Et on a été, je pense, très très bon et je suis assez content de nous là-dessus. Mais c'était 12 mois de rattrapage où on n'a pas du tout été assez sérieux sur le côté. Nous, on était un peu dans le côté pirate du web, on fait des vues, donc les gens vont se plier. En fait, rien du tout, mon pote. Les gens, ils bossent avec les gens qui ont confiance et s'ils pensent que tu es un pirate, au contraire, ils vont avoir peur de bosser avec toi. Ah, c'est ça. Et j'ai un peu traîné cette réputation de pirate du web sulfureux. Je n'ai pas la langue de ma poche, je pense pas dire des choses dingues non plus, mais j'ai un petit peu traîné en filigrane cette image du mec qui était un peu trop arrogant, en fait, je pense. Et je pense que c'était une erreur, parce que je pense pas l'être, c'est juste que j'avais une vraie conviction sur ce qu'on faisait, quoi. Non, mais tu avais une vision de faire croître le débat, et ce qui est pas toujours en adéquation avec des marques. Donc, exactement. Et je pense que c'est hyper important de vulgariser très tôt aux futurs partenaires et de ne pas voir tes futurs partenaires qu'au moment où tu as un truc à leur vendre. Même chose avec les investisseurs. Voir les gens, même quand tu n'as rien à leur vendre, ça a une valeur inouïe parce que c'est au moment où tu auras un truc à leur vendre que la relation elle est déjà de confiance. Tu vois. On en revient, c'est toujours cette question un peu comme la marque personnelle. Ça se construit sur des années et du coup, le jour où tu es prêt, bah, c'est là. Mais c'est comme ça que ça se passe. Super clair. Alors celle-ci, je l'aime bien, c'est mon côté joaillier qui ressort, tu verras. Qu'est-ce que tu trouves beau? Ça peut être au sens métaphorique, ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose vraiment d'esthétique hein, que tu apprécies. Mais qu'est-ce que tu trouves beau, mon cher Lalan? Franchement, vraiment, la première image qui me vient en tête, c'est c'est pas con, de quelqu'un qui serait radicalement pas d'accord avec toi. C'est tout de suite l'image qui me vient en tête. C'est vraiment ce truc de la concession intellectuelle avec quelqu'un qui serait, dans l'idée, un ennemi politique. L'honnêteté intellectuelle, quoi.
Mais même au-delà de l'honnêteté intellectuelle, c'est même la volonté du pas vers l'autre. Vraiment, voilà, c'est ça, la volonté du pas vers l'autre. Et Qui est pas encore fréquent. plus, ouais, exactement. Et encore plus quand l'autre est désigné par ses propres alliés comme le mal absolu. Et que ça soit Mm. RN d'un côté, LFI de l'autre, extrême centre de là, et puis les pauvres, les riches, les vieux, les jeunes, et tout ce que tu veux, le pas vers l'autre est beau. Moi, je trouve que le pas vers l'autre est magnifique. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment trop, trop, trop dommage qu'on n'ait pas assez cette culture-là en France du pas vers l'autre, qui était un truc et d'ailleurs que tu pourrais même retrouver à un niveau beaucoup plus anodin, qui est ne serait-ce qu'à quel point les gens se parlent dans la vie de tous les jours en France. Quand tu vas aux États-Unis, moi j'ai mon parrain qui vit en Californie, donc je le vois très régulièrement. En Californie, on m'aborde plusieurs fois par jour pour me taper la discute. Tout Mm. simplement. En France, si tu t'abordes quelqu'un pour lui taper la discute, c'est soit j'ai pas le temps, soit c'est bizarre. Et je trouve ça très dommage. Vraiment, le pas vers l'autre, vraiment, moi, c'est Ouais. cette image que je trouve absolument magnifique du tu vois, si je devais faire une image cinématographique, tu vois, les yeux dans le regard de la personne qui est prêt, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui a été difficile, qui est en mode, c'est pour le bien des autres et pour le bien de tous qu'on fait ce pas vers l'autre. C'est une forme de responsabilité des chefs, une forme d'honnêteté intellectuelle, une forme de volonté d'aspiration à la paix, une forme de croyance fondamentale que c'est dans le désaccord que tu construis des choses intéressantes. Enfin, voilà, moi c'est vraiment ce truc-là, je serais chevillé au corps à ce truc-là. Je reste vraiment je reste encore une fois très très marqué par la violence inouïe qu'ont les gens sur des sujets, alors même que pour le coup, ils devraient vraiment essayer de construire ensemble, quoi, tu vois. En Mm. fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi un mec comme moi, qui est pourtant pas vraiment d'idéologie politique. Maintenant, on dit souvent, moi j'ai mes avis personnels et je les garde pour moi. Moi, j'ai même pas d'avis personnel hyper abouti sur plein de sujets. Et je suis toujours étonné que des gens qui, je pense, sans prétention, s'y connaissent vachement moins bien que moi sur les sujets, qui ont un avis aussi tranché. Et je trouve ça trop dommage de ne pas aller chercher chez l'autre de l'information, des échos. Voilà, cette espèce de mépris par défaut de l'opinion de l'autre est un truc qui me dérange pas mal. Très intéressant. Je te remercie d'avoir partagé ça. Je te rejoins complètement. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai Ça fait créé plaisir. ce podcast. Ouais, et puis Euh, vraiment, je te dis, c'est l'esprit de contradiction. Il y a beaucoup de termes aux États-Unis, on parle de contrarian thinking. Je préfère le terme français, esprit de contradiction, mais en fait, je pense que on a perdu un peu cette volonté de taper dur dans les idées pour en sortir des choses intéressantes. L'exercice intellectuel de la contradiction et d'aller dans les tréfonds et dans les retranchements des idées. Et je trouve que la gauche un peu bien pensante s'est perdue culturellement dans le fait de jamais vouloir être contredit. Et depuis un an ou deux, par l'omniprésence de Bolloré, la droite et l'extrême droite ont y compris de plus en plus perdu cette volonté d'être contredit. Quand tu vois les plateaux de certaines chaînes du groupe Bolloré où tu vois que des gens de droite, enfin, non, non, c'est pas ça la démocratie. C'est pas cette idée-là que je me fais de la démocratie. hmm. Est-ce que tu as une maxime, une citation que tu apprécies particulièrement? Alors, tu m'as cité celle de Jordan Peterson, mais est-ce qu'il y en a d'autres, tu vois, qui te portent peut-être à un moment dans ta vie, qui t'ont aidé, que tu pourrais partager avec nous? Bah, ça, c'est la plus belle de toutes pour moi, et c'est le résumé, je pense, de notre histoire. C'est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc du coup, ils l'ont fait. Elle est sortie à pas mal de sauces, mais les gens aujourd'hui, ils nous jugent toujours avec la conclusion qu'ils ont de on est un groupe média qui tourne bien et qui se développe bien. Il y a 25 personnes dans la boîte, ça marche bien, gna, gna, gna. On a un peu des articles de presse, des trophées, tout ce que tu veux. Mais les gens ne mesurent pas qu'au début, on est juste quatre gosses un peu zinzin et on se dit on va y aller, quoi, tu vois. Enfin, les gens en fait se refont toujours l'histoire. En fait, on part toujours du principe que Mark Zuckerberg, je me comprends pas du tout, hein, mais Mark Zuckerberg, le milliardaire, c'est le même Mark Zuckerberg qui était dans sa chambre à Bien sûr Harvard. que non. Hmm. Alors que bien sûr que non. Et c'est même littéralement l'inverse en fait. C'est littéralement Mark Zuckerberg qui était à Harvard est le même qui est celui qui était milliardaire. Il a évolué, mais il y a plus de vérité à trouver dans celui qui était à Harvard que dans celui qui est milliardaire. Il y a plus de vérité à trouver dans le crayon, dans les quatre zinzins qui, moi, j'ai arrêté mes études pour le crayon, qui arrêtent ses études pour le crayon plutôt que dans ceux qui réussissent plutôt bien. C'est quand même, on est quand même miraculé, en vrai. Ok, on a été bon, ok, on a bien taffé, mais on a eu aussi beaucoup de chance. On arrive au bon moment, sur les bons trucs. On a eu pas mal de gens qui nous ont ouvert des portes, beaucoup de gens de notre écosystème qui nous ont beaucoup aidés, de tous bords politiques, de toutes sphères, qui voulaient du débat. Je pense que l'idée qu'on partageait,
était précieuse pour beaucoup de monde et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens nous ont aidés, tu vois. Ça leur faisait plaisir de nous aider, quoi. Next question. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Forcément, c'est le cas. Ce que je veux dire par là, c'est une opinion que tu aurais, qui globalement n'est pas partagée par la majorité des gens. Et que tu expliques. C'est une bonne question. J'essaie de trouver vraiment un truc intéressant, un truc qui est vraiment pas partagé par beaucoup de gens. Ok, mais je vais essayer de prendre un truc dans mon industrie, du coup, dans ce cas-là. Intéressera peut-être plus les gens et je pense plus de choses à dire dessus, mais, euh, je suis convaincu qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui, on parlait un peu d'effet cumulé du personal branding, on ne mesure pas aujourd'hui la place, l'importance et la puissance qu'ont acquis les créateurs de contenu, les gros youtubeurs, même les entrepreneurs avec une marque personnelle forte et tout ce qui est avec, parce qu'on juge les choses aujourd'hui, en l'état actuel des choses. Mais sauf qu'en fait, les gens comprennent pas qu'en 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est court quand même à l'échelle d'une vie, ces choses-là peuvent prendre des proportions complètement dingues. Aujourd'hui, tu sais, il y a des fréquences TNT à la télévision qui vont être échangées et aucun youtubeur va concurrencer parce qu'il s'en fout complètement. Mais si Squeezie s'y mettait, Squeezie pourrait récupérer une chaîne de télé ou Bump, son agence. Et on mesure pas ces trucs-là parce qu'en fait, comme on a toujours une vision assez linéaire des événements, on se rend pas compte que les choses peuvent s'emballer très 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 vite et qu'il y a des étapes en fait qu'on franchit. Et je pense que pour le coup, on est encore un peu dans le tranquille, tout va bien dans pas mal de domaines et je pense que en fait ces domaines-là ont déjà été disruptés. Les médias ont déjà été disruptés. Alors ils se réadaptent. Les médias, les médias traditionnels sont de meilleur en meilleur au fur et à mesure des années sur le digital, mais les médias ont déjà été disruptés. L'industrie de l'attention et du contenu a déjà été disruptée. Et je pense que les gens ne mesurent pas ce truc-là. Et ça, c'est un truc qui est hyper violent parce que ça veut dire que moi, je suis convaincu que dans les 5-10 prochaines années, on va connaître un nombre de faillites dans les médias qui sera gigantesque. Parce qu'il y a des médias qui sont trop lourds, qui n'ont pas la marque suffisante pour tenir, qui sont en perte de fric et d'audience. Ça sent pas bon. Ça sent clairement pas bon. Et je pense que ça, c'est un truc que les gens ne mesurent pas à quel point la guerre est déjà gagnée par Internet, en fait. Et c'est très simple à comprendre. Les gens qui regardent la télé quotidiennement, en fait, ce sont des populations qui meurent littéralement parce qu'ils sont trop âgés. La population qui regarde Internet continue de grossir chaque année et de fur et à mesure que des gamins de 10 à 15 ans s'y mettent. Donc en fait, les courbes sont hallucinantes. Et juste que comme on a un prisme trop marketing, c'est-à-dire tel média continue-t-il à vendre des journaux? Bah oui, peut-être que Le Point ou peut-être que Forbes ou peut-être que Marie Claire continue à vendre des journaux, mais c'est une cible précise sur un domaine. Attention, c'est long, c'est très long ce qui est en train de se passer. Non mais intéressant. Et puis je retiens le point de ce qu'on regarde en fait, c'est le potentiel. Parce que tu regardes, c'est le potentiel, c'est pas juste à un instant T. Maintenant, la réalité de ce que ces personnes font. C'est les courbes, mais je sais pas si tu investi en bourse, tu vois. Moi, j'ai mon frère qui est dedans, donc forcément, je m'y suis mis moi aussi beaucoup. Genre, je traite pas du tout. Hein. Moi, j'investis dans un truc que quand je crois qu'il faut que j'aurais pas à chercher à revérifier pour vendre. Mais je suis dans Tesla depuis pas mal de temps, un très bon cours, surtout par rapport à aujourd'hui. Et en fait, Tesla, j'ai vu un peu de tout. Des gens qui y croient, des gens qui y croient plus. Elon Musk qui prend les amphétamines, il est fini. En fait, il fait des robots, c'est le meilleur. Et j'ai vu tout ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas les fondamentaux. Elon Musk, selon moi, a déjà gagné. Il a réussi à créer le premier constructeur automobile américain depuis 1920. Vous mesurez quand même le niveau de l'exploit. Il a été l'entreprise le modèle de véhicule le plus vendu au premier trimestre 2023. Quand même, je veux dire, je me rends pas compte, c'est une marque qui existe qui est commercialisée depuis assez peu de temps. Et il a passé ses coûts de prix de voiture de 90 000 $ à 33 000 $ en 5 ans. Enfin, on mesure pas la vitesse que le mec met dans son exécution. Et donc, comme on est obsédé par les résultats trimestre par trimestre, on voit un bon trimestre de BYD et un bon trimestre de Mercedes, et on se dit c'est bon, Tesla, la fête est finie. Rien du tout, la fête est finie. Moi, j'ai une amie qui était à Dubaï, elle a testé les voitures autonomes de Tesla. Ça marche. Que les gens comprennent, les voitures autonomes, ça marche. Est-ce que les villes imprédictibles arriveront à l'adopter? Mais ça marche. C'est tout. Ça fonctionne, quoi, tu vois. On est dans le futur. Et il existe déjà ce futur-là. Mais nous, on est en train de se poser la question de est-ce que le diesel, je sais pas trop quoi, lui, il s'en fout. Je te demande pas si tu es plutôt type early adopter comme client. Exactement. Mais surtout les courbes, en fait. Vraiment, il faut regarder les courbes, tu vois. C'est Oussama qui disait ça très intelligemment. Il disait une révolution a lieu, puis elle est adoptée ou pas. Bien sûr. Là où les gens se sont toujours l'impression une révolution aura-t-elle lieu? Oui, mais le terme n'est pas le bon. Une révolution technologique, elle a lieu quasiment du jour au lendemain. Et après, est-ce que les gens l'adoptent? Et là, il y a des technologies que les gens n'ont jamais adoptées et qui n'ont pas marché. Ça arrive.
Mais une fois qu'une technologie existe, elle existe. Donc ça, faut toujours faire attention. Ok, j'ai encore 2 questions pour toi, ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis qui te vient à l'esprit? J'en ai eu tellement des sujets où j'ai changé d'avis. Euh, Qu'est-ce que j'ai changé d'avis Oui, j'ai changé d'avis sur les assos. J'avais une très 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 mauvaise opinion des associations parce que pour moi, une association, c'était toujours ou quelqu'un qui sait pas faire d'argent ou quelqu'un qui a des motifs encore plus horribles que l'argent. D'accord. Pour moi, c'était ça, c'est soit l'un soit l'autre, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens dans les assos, il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent l'asso comme en fait surtout un véhicule d'impact. Et en fait, ça pourrait être une entreprise. C'est juste que comme ils veulent pas mal vendre ce qu'ils font, ils font une asso. Mais ils ont cet esprit entrepreneurial derrière. Ça veut pas dire que l'asso perd de l'argent, elle peut même en gagner. Mais une asso, c'est juste l'idée que ce n'est pas là pour avoir des profits pour des actionnaires. Et pendant longtemps, j'ai vu l'asso comme un truc qui veut pas faire d'argent. Alors qu'en fait, c'est un truc qui ne veut pas avoir pour but de faire profiter des actionnaires. Et la distinction est quand même vraiment importante. Et ça, j'ai beaucoup changé d'avis et je trouve qu'il y a beaucoup d'assos qui font un super travail et j'ai eu le temps de les rencontrer aussi ces derniers temps. C'est aussi pour ça que je dis ça. Et ça, pour le coup, gros coup d'humilité là-dessus où moi, un peu entrepreneur dégénéré, j'étais en mode, bon, elle est où la compétitivité? Mais en fait, non, il y a une grosse compétitivité à avoir dans les assos et je pense qu'il va y avoir un gros futur dans les assos. Je pense parce que beaucoup de problèmes, l'État n'est plus capable de les résoudre. Et je pense que l'État mettant son budget sur des assos plutôt que sur lui-même sera extrêmement efficace pour résoudre des problèmes sociétaux. Ça existe beaucoup aux US, ça d'ailleurs. Totalement. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué? Tu sais, moi je suis à la base littéraire, donc c'est une question qui me plaît bien. Si jamais vraiment il y a rien qui te vient à l'esprit, tu peux tout à fait partir sur un autre objet culturel, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux. Mais un livre en gros qui t'aurait particulièrement marqué à un moment dans ta vie dont tu pourrais nous parler et en gros pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait réaliser? Je vais, je vais prendre une dimension sociétale et je vais prendre un film. C'est le résultat d'un bouquin, mais le bouquin raconte pas la même chose que le film et il n'est pas aussi viscéral que le film. Le film, c'est Children of Men de Alfonso Cuarón, Les D'accord. Fils de l'homme. Je ne l'ai pas vu, mais Pas, d'accord. ça n'a pas été aussi vu que ça, alors que ça reste un film quand même assez connu, avec un gros statut culte, notamment aux États-Unis. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un monde dystopique qui en fait raconte le fait que il n'y a plus de naissance d'enfants. Donc l'être humain le plus jeune sur Terre, il a 18 ans. Et le film te montre tout l'univers d'un monde dystopique, de l'autorité, mauvais traitement des réfugiés, pollution de malades, catastrophe climatique, terrorisme. Enfin, t'as tous les mots de l'époque d'aujourd'hui dans ce film-là. Il est sorti en 2005. Hein. Très très précurseur comme truc. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que un monde fonctionnel, hein, avec tout qui fonctionne comme aujourd'hui, mais où il n'y a plus d'enfants, est un monde qui va à sa perte morale, éthique, politique, économique, intellectuelle. C'est en fait c'est la vraie décadence, c'est le plus d'enfants. Et j'ai trouvé ça brillant comme vision des choses parce que il y a un peu de bashing autour enfin de bashing, j'exagère, mais il y a un peu un discours autour les enfants c'est pas le seul, c'est pas l'alpha et l'oméga de notre vie et tout ce qui va avec. Et je suis d'accord, moi je souscris à ça. Hein. Mes parents ont toujours bossé et je les en remercie. Mais je pense qu'on oublie que il n'y a d'intérêt à l'humanité que parce qu'il y a un futur à l'humanité. Et je pense qu'on néglige beaucoup trop ce truc-là. Et que tout ce qui se construit sans la perspective d'une génération future est de toute façon quelque chose de puant d'un certain point de vue. Et ça va Écoute, beaucoup rediriger. Enfin, ça va beaucoup recalibrer intellectuellement sur le côté, en fait, qu'est-ce que mes enfants futurs que j'aurai seraient fiers de voir que j'ai accompli, tu vois. Et c'est une belle boussole morale, je trouve aussi. Bien meilleure que des injonctions qu'on peut avoir venant d'une personne extérieure. écoute, hyper intéressant. Bah, merci. Écoute, je le connais pas, tu vois. Donc, Children of Men, Ouais. je creuserai tout ça. Écoute, Valorant, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tout ce que tu as Merci, Pauline. partagé. Écoute, garde ton énergie, garde ce côté pirate du web quand même qu'on apprécie. Je pense que ça fait ta force. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux partager à l'audience avant de nous quitter? Oui, merci à toi. Merci à toi parce que tu fais partie de mes quelques références d'entrepreneurs et je pense que c'est vraiment cool parce que toi, tu commences à voir aussi un peu les bébés que tu as fait avec le contenu que tu as fait, tu vois. C'est pareil pour Oussama, c'est pareil pour Mathieu, tu vois.
Et c'est vraiment trop cool. Et moi, j'ai eu la chance de te rencontrer, de rencontrer Mathieu, de rencontrer Oussama. Et moi, c'est aussi un énorme kiff parce que, mine de rien, je reste un enfant de cette génération-là, tu vois, de la première vraie génération d'entrepreneurs qui a eu du contenu de qualité en France sur l'entrepreneuriat. Et ça, pour le coup, je me dis, putain, quand toi, tu t'es lancé, le volume de contenu inexistant que tu devais avoir, ça devait être beaucoup plus difficile. Tellement moins de repères, tellement moins de schémas, de structures. Puis on n'avait pas les Franchement, outils. merci. Il n'y avait pas il y avait Franchement, pas les merci. téléphones. Je parais être une vieille schnock en disant ça, tu vois, mais enfin moi quand j'ai créé Gémeo, il y avait, enfin Instagram existait à peine, Facebook c'était encore le début, donc Non, mais c'est pour ça, envoyez de la force à Pauline en commentaire, en notes sur Spotify et tout. C'est important, ça crée des boîtes comme le crayon, ces influences-là. écoute, en tout cas, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Si justement les personnes qui nous suivent et nous écoutent ont envie de continuer la conversation, donc ça se passe sur LinkedIn si j'ai bien compris. On te suit, LinkedIn ou Instagram. LinkedIn, Instagram, et puis on va voir bien sûr le crayon sur tout support, mais surtout YouTube. Surtout YouTube, exactement. Génial. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À très bientôt.